Bienvenue dans ce nouvel épisode du Space Cake, le podcast où nous explorons les aspects techniques de Bitcoin en compagnie d'experts. Si toi aussi tu souhaites participer et poser des questions à l'équipe, c'est avec plaisir que nous t'accueillons tous les mercredis en direct sur Twitter. Cet épisode a été produit grâce au dévouement de nos volontaires. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Si vous souhaitez nous envoyer un pourboire, vous pouvez également utiliser une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous streamer des sats. Et bien sûr, nous serions ravis de lire vos commentaires et d'y répondre dans notre prochain épisode. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en nous envoyant un boost. Bon épisode. Bon, allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode du Space Cake, dans lequel on va parler un petit peu de mining, de Stratum V2. Alors, pour commencer, on va faire un petit point historique déjà, pour voir un petit peu ce qu'est Stratum. Alors, si on revient au commencement, au départ, Bitcoin, lorsque Satoshi envoie Bitcoin, si vous téléchargiez Bitcoin à cette époque, c'était à la fois ce que l'on appelle aujourd'hui un mineur, à la fois ce que l'on appelle aujourd'hui un nœud, et évidemment un wallet. Voilà, c'était tout dans le même logiciel. Donc, c'était le but, c'était d'utiliser le CPU de l'ordinateur pour prendre part au processus de minage. Ensuite, par la suite, il y a commencé à avoir un développement, notamment au niveau des GPU pour le mining, puisqu'il y en a qui se sont rendus compte que les GPU, c'était plus performant pour faire du mining. Et on a commencé à miner également sur des machines séparées et on a voulu commencer à se regrouper également pour mettre en commun la puissance de calcul. Alors, c'est là qu'intervient justement ce dont on parlait tout à l'heure, Getwork, qui est l'ancêtre de Stratum, un protocole de communication qui avait été utilisé au début des années 2010, justement pour faire la communication entre les mineurs et le serveur de pool de minage. Et par la suite est arrivé Stratum, qui est une amélioration de Getwork, qui utilise moins de bandes passantes notamment. Qu'est-ce que j'avais noté, Stratum? Voilà, j'avais noté réduction du temps de latence et des délais de communication par rapport à Getwork, donc son ancêtre. Il y avait notamment la mise en place de la prise en charge de difficultés variables et l'utilisation, et je pense qu'on va en reparler après, l'utilisation de messages en JSON RPC pour faciliter l'implémentation. Donc ça, c'est Stratum V1. Il me semble, là je ne l'ai pas devant les yeux, j'espère que je ne dis pas une connerie, mais il me semble que Stratum V1, ça date de 2012, les premières implémentations. Et donc, arrive la prochaine version de Stratum, qui est une amélioration de Stratum. Donc, Stratum V2, c'est ce dont on va parler dans ce space. Alors, peut-être que je n'ai pas assez insisté dessus. Du coup, Stratum, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de communication, et vous me coupez si je dis une bêtise, hein. C'est un protocole de communication qui permet de faire le lien entre les mineurs, c'est-à-dire les ordinateurs physiquement qui minent sur Bitcoin, les ASIC et les personnes qui possèdent ces ASIC, et le serveur d'une pool de minage. Voilà. Alors, je ne sais pas si on rappelle rapidement ce qu'est une pool de minage, peut-être. Ouais, carrément. Alors, une pool de minage, c'est un regroupement de plusieurs mineurs individuels qui vont mettre leur puissance de calcul en commun pour augmenter leur chance de miner des blocs sur Bitcoin, puisque la difficulté de minage est très haute aujourd'hui sur Bitcoin. Donc, si on se ramène avec notre petit ordi tout seul, ou même notre ASIC tout seul, on a très peu de chances de trouver un bloc par nous-mêmes, puisque la puissance de calcul déployée est trop grande. Donc, en général, quand on a un seul ASIC, ou même quand on a une petite ferme, on va mettre en commun nos forces avec d'autres mineurs individuels comme nous, mettre en commun notre puissance de calcul pour essayer de choper plus de blocs et ensuite rediviser les récompenses en fonction de la puissance apportée par chacun.
Alors, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai vu tout à l'heure. Peut-être que vous saurez mieux me l'expliquer, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs modes de répartition des gains sur les poules. Peut-être qu'on va en reparler. Et voilà, ça sert à ça, une poule de minage, tout simplement. En fait, ouais, en termes un peu, en fait, c'est pour réduire la volatilité des gains. Donc, tu l'as dit, on a très peu de chances, effectivement, de trouver un bloc, même en ayant une bonne machine, parce qu'il y a tellement de mineurs, et il y a tellement peu de blocs, que, en fait, oui, effectivement, il y a très très peu de chances que un mineur mine dans sa vie un bloc, alors que pourtant il a beaucoup miné, et que sa contribution a bien servi à miner des blocs, alors que pourtant il en a miné aucun avec ses machines. Donc, parce qu'actuellement, il y a un peu moins de 800 000 blocs qui ont été minés, et je pense qu'il y a beaucoup plus que 800 000 machines qui ont été produites. Donc, il est clair qu'il y a des machines qui ont miné mais qui n'ont jamais produit de blocs. C'est pas surprenant. Et donc, bah, c'est le fait que le minage est une loterie qui est extrêmement volatile d'un certain point de vue, parce que c'est un peu tout ou rien. Soit on a vraiment beaucoup de chance et on gagne une belle récompense, soit on a une chance normale et on gagne rien. Et donc, en faisant effectivement cette mutualisation de la puissance de calcul, on arrive à lisser les gains, et effectivement, il y a un système qui va permettre après de répartir les gains en essayant de deviner la puissance de calcul de chacun. Voilà. Donc après, on va détailler un peu comment c'est fait, ça. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Non, non, après, je pourrais intervenir un petit peu, si vous voulez, sur la V2, mais je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Il y a Sosten qui est arrivé. Salut, Sosten. Salut tout le monde, désolé Tu de vas mon bien? retard. Salut. Ouais, On écoute, vient à peine de ça commencer. va. Ouais, bah je voyais j'ai entendu qu'on était encore aux présentations quoi, un peu générales. Moi, j'ai juste une petite question parce que je réfléchissais au sujet un petit peu cet après-midi et j'ai une question plutôt pour Pantanis. C'est en termes de, comment dire, le principe d'une poule. Enfin, on va en parler juste après, mais c'est juste une question un peu de logique, de mathématiques. Tu pourras peut-être m'éclairer. T'as dit c'est une loterie. En théorie, on a autant de chances de gagner que de perdre. Enfin, à chaque fois qu'on fait un tirage, et c'est sur la quantité en fait de tirage qu'on va faire la différence. Et sur notre capacité, plus on a de puissance de calcul, plus on est capable en fait de tirer de numéros et plus on a de chances de trouver le bon numéro. Yep. Et en fait, c'est sur la façon dont les poules de minage se répartissent le travail. Parce qu'en fait, ça touche le sujet, je réfléchissais à ce qu'apportait Stratum V2 tout à l'heure, on va en parler juste après, mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui d'avoir, comme ce que dit Stratum V2, d'avoir en fait chaque mineur dans la poule qui sélectionne ses propres transactions, c'est-à-dire que ils ont tous le même header de bloc, mais après ils ont tous un bloc qui est différent parce qu'ils mettent les transactions qu'ils veulent dedans, puis ils minent. Et à la fin, est-ce que ça impacte comment dire, les chances de la poule totale de trouver un bloc s'ils ont chacun des transactions comme ça différentes, ou est-ce qu'il faut vraiment que ils aient tous exactement la même chose et qu'ils se tronçonnent en fait comment dire, l'espace de tu sais, il y a le petit bloc nonce et il y a l'extra nonce, etc. Et en fait, ils se saucissonnent ça entre eux pour avoir plus de chances de gagner. Et j'avais une question, j'ai réfléchi à ça et je me disais, ouais, d'un point de vue logique, est-ce que on a plus de chances de gagner si on fait comme ça, ou est-ce que genre chacun fait un peu ce qu'il veut et en fait avec le hasard, finalement, ça revient au même, quoi. Est-ce que tu Euh, comprends ma question ou pas? Il faut juste bon, s'arranger, et faut juste s'arranger pour pas qu'ils cherchent sur la même chose. Mais à part ça, Est-ce que je peux reformuler la question? Je crois avoir compris. Ouais, C'est pardon, en c'était un gros, peu le bordel, mais est-ce vas-y, que si reformule. tout le monde, tu me dis si je me trompe, hein, mais est-ce que Ouais. si tout le monde prend le même template dans la poule, donc du point de vue d'une seule poule, si tout le monde prend exactement le même bloc et se répartit, dit toi tu fais de telle nonce à telle nonce, toi tu fais de telle nonce à telle nonce, telle nonce à telle nonce, est-ce que les chances, et c'est une très bonne question, est-ce que les chances elles sont pareilles que si chaque mineur individuel dans la poule, comme dans Stratum V2, fait ses propres transactions et donc forcément aura un bloc différent des autres? Ouais, voilà, on peut le reformuler comme ça. Ouais, là je galérais un peu pour formuler, mais en gros, c'est ça, ouais. Mm. alors, je sais pas, j'ai pas le détail précisément, mais il y a quand même un truc dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le header mining.
donc miner juste à partir de l'entête du bloc. Et en fait, je pense qu'ils vont plutôt utiliser les données de la Coinbase et ils vont mettre des marqueurs dans ces données de Coinbase pour forcément différencier les différentes machines et pas chercher au même endroit. C'est-à-dire que je pense qu'on va pouvoir commencer un peu à réexpliquer comment un bloc est fichu, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Donc, un bloc Bitcoin, dans le cas du minage, ce qui nous intéresse dans le bloc Bitcoin, c'est l'entête, la transaction Coinbase, qui a un statut particulier pour le mineur, évidemment, et le reste des transactions dans le bloc. Donc, quand on parle de miner un bloc, on parle de trouver une entête de bloc, pas un bloc complet, juste l'entête du bloc, pour lequel le hash est en dessous d'une valeur cible. Valeur cible qui est calculée en fonction de la difficulté et qui généralement est quelques ordres de grandeur, voire même un certain nombre d'ordres de grandeur inférieurs aux valeurs possibles que peut prendre le hash quand on en prend un au hasard. Donc je sais pas, j'ai pas la valeur actuelle actuellement, mais il y a 2 puissance 256 hash possibles, puisque le SHA-256, puisque le hash du bloc est calculé avec SHA-256, donc il y a 2 puissance 256 valeurs différentes pour le hash. Et globalement, il va falloir que le hash soit inférieur à 2 puissance 180, 190, certainement quelque chose de cet ordre-là. J'ai pas l'ordre de grandeur exact. Donc ça va faire un hash qui commence avec beaucoup de zéros, parce que 2 puissance 180 par rapport à 2 puissance 256, pour pouvoir l'écrire sur le même nombre de bits, il faut mettre beaucoup de zéros au début, quoi. Beaucoup de bits à zéro au début. Et donc ça, c'est sur l'entête du bloc. Donc l'entête du bloc, on avait vu ça quand on avait fait notre Space Cake sur les explorateurs de blocs. L'entête du bloc est donc composée de la date, d'un timestamp, du nonce. Il y a aussi la difficulté qui est inscrite à l'intérieur, mais on ne peut pas la bouger, donc on ne va pas s'y intéresser. Des numéros de version du bloc et la Merkle root. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on dit que des transactions sont incluses dans un bloc? C'est que ces transactions, quand on calcule, quand on les met dans un certain ordre et qu'on ajoute la transaction Coinbase et qu'on fait un arbre de Merkle avec ces transactions dans cet ordre-là, on retrouve la Merkle root de l'entête de bloc. Donc, le mineur, il a plusieurs endroits où il peut modifier des valeurs pour essayer de trouver un en-tête de bloc dont le hash est inférieur à la cible, donc très faible, donc un hash très peu probable. Il peut modifier le nonce, qui a été mis exprès dans l'entête pour ça. Il peut modifier le timestamp, et ça, il peut le modifier raisonnablement à chaque seconde, il n'y a pas de problème, il est précis à la seconde. Et il peut modifier les numéros de version du bloc. Les versions du bloc, faut quand même faire attention, parce que dans certains cas, les versions de bloc servent à signaler qu'on est au courant d'une soft fork qui va s'activer prochainement. Donc, par exemple, dans le cas de Taproot, le 4e bit des numéros de version du bloc, s'il était à 1, ça voulait dire que le mineur savait que la soft fork Taproot était en cours d'activation potentielle. Donc, il faut faire attention quand on mine sur les numéros de version, mais pareil, les mineurs ont des programmes pour gérer ça, mais ils minent de temps en temps sur les versions de bloc. Donc, si vous avez déjà regardé les journaux système de Bitcoin Core, vous avez pu voir des fois des numéros de version sur les blocs qui peuvent être un peu bizarres, un peu inhabituels, mais c'est parce que des fois certaines poules de minage laissent utiliser les numéros de version du bloc pour miner à leur mineur. Et enfin, le dernier endroit où ils peuvent miner et qui est beaucoup plus compliqué à exploiter, mais qui doit être exploité aussi, c'est la Merkle root. Donc, c'est-à-dire la racine de Merkle de toutes les transactions qui ont été incluses dans le bloc. Et donc, dans cette racine de Merkle, il y a donc, on peut modifier l'ordre des transactions pour modifier la racine de Merkle. On peut modifier les transactions qu'on inclut pour modifier la racine de Merkle. Et on peut modifier la transaction Coinbase, qui est la transaction de récompense,
pour modifier, là encore, la racine de Merkle. Donc, dans la transaction Coinbase, elle est très particulière parce qu'elle n'a pas d'input. C'est la seule transaction qui est autorisée, c'est le seul type de transaction qui est autorisé à ne pas avoir d'input. Mais en fait, il y a quand même une sorte d'input virtuel qui est en gros la génération des pièces. Et cet input virtuel, comme toutes les inputs, a ce qu'on appelle un script SIG, un script de dépense. Sauf que c'est une Coinbase, donc il n'y a pas de condition de dépense. Et donc les mineurs peuvent écrire n'importe quoi dans la partie script de dépense de la transaction Coinbase, de l'input de la Coinbase. Et donc, ils vont notamment utiliser, et c'est Bitcoin, c'est même inclus dans Bitcoin Core, cette feature-là, ce qu'on appelle un extra nonce, c'est-à-dire un nonce supplémentaire pour leur permettre, là aussi, de miner, puisque le script SIG, en étant modifié, va modifier, comme on l'a vu dans les SpaceCake sur SegWit, les transactions legacy, les anciennes transactions. Le script SIG était compris dans l'identifiant de transaction. Et donc, en modifiant le script SIG, le mineur change l'identifiant de la Coinbase et donc il change la racine de Merkle. Et donc là, on commence à atteindre un point, le point que tu as dit, Sosten, c'est-à-dire, en fait, dans l'ancien modèle, les transactions, elles étaient déjà fixées pour permettre de vérifier facilement, que la pool puisse rapidement vérifier et ne pas avoir à revalider toutes les transactions que le mineur inclut dans son bloc. Parce qu'en fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que pour montrer que le mineur, il doit démontrer qu'il est actuellement en train de miner de manière honnête. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de miner inutilement pour la pool. Il fait du minage utile. Et donc le mineur va soumettre plus de blocs qu'il n'en soumettrait au réseau Bitcoin. Et la pool va devoir vérifier que ces blocs sont valides pour la pool. Et donc notamment la pool de minage va vérifier que les blocs récompensent la pool, c'est-à-dire que les adresses de réception en sortie de la Coinbase sont des adresses de la pool et pas du mineur individuel. Et elle va aussi vérifier que toutes les transactions que le mineur a inclus sont valides. Et c'est là qu'il peut y avoir des soucis, c'est que si la pool doit vérifier à chaque fois les transactions des blocs qu'envoient les mineurs de la pool à la pool, alors que ce sont des blocs qui ne sont pas valides, ce sont des blocs qui sont uniquement là pour que la pool puisse mesurer la puissance de calcul de ses contributeurs, et bien la pool ne va pas s'en sortir. Ça va être une dépense en CPU, en vérification, qui va être très coûteuse en matériel, en puissance de calcul, et donc ça ne l'arrange pas. Et donc c'est pour ça que par simplicité, dans les premiers protocoles de minage, et même encore aujourd'hui, en général, le full node de la pool de minage sélectionne tes transactions et les mineurs doivent miner sur ces transactions et uniquement ces transactions pour que la pool de minage puisse plus rapidement traiter les blocs invalides mais considérés comme valides pour la pool qui servent uniquement à mesurer que les mineurs sont bien en train de miner des blocs corrects. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que c'est ça l'état d'esprit qui mène à ce genre de choses. Ouais, ça répond en partie, on va dire, effectivement à ma question. Enfin, ça répond dans le sens où effectivement, c'est un peu ce que je pensais, c'est que la motivation pour avoir jusqu'à maintenant des protocoles de pool mining avec des sets de transactions qui étaient fixés par le coordinateur de la pool, c'est pas ou pas seulement en tout cas une problématique d'efficacité du mining pur et dur, c'est plus effectivement dans la vérification. Comment dire, dans la logique propre de la pool. Enfin, voilà, ce que tu as dit, c'est de vérifier que chacun contribue bien et que ils font pas semblant de miner, quoi. Et surtout qu'ils minent pas des transactions invalides, en fait. Parce que un mineur, le problème de la pool, en fait, c'est que la pool, elle reçoit beaucoup plus de blocs des mineurs de ses contributeurs que beaucoup plus de blocs qu'en 10 minutes. Donc on va expliquer ça, je pense, là maintenant. En fait, une pool de minage va avoir sa propre difficulté. En fait, pour pouvoir... aujourd'hui, on est capable de mesurer la puissance de calcul déployée sur le réseau, en tout cas en moyenne. Et comment on le fait? On a la difficulté.
Donc on sait en moyenne combien de haches il faut calculer pour trouver un bloc en 10 minutes. Et puis on regarde en combien de temps on trouve les blocs. Et à partir de ça, on peut dériver euh, une fréquence de haches par seconde en moyenne, ce qui n'est pas la vraie fréquence, mais qui est une estimation. Et on va savoir combien de puissance de calcul est déployée dans le réseau. Et ben, une poule de minage, elle va faire ça, mais à plus petite échelle, encore avec un grain plus fin. Donc ce qu'elle va demander à ses mineurs, c'est de miner des blocs, normalement, comme d'habitude, mais par contre, avec une difficulté bien inférieure. Et cette difficulté, elle va être par exemple d'un facteur 1000 ou d'un 100 ou 1000. Donc la poule de minage, elle va dire à ses mineurs, voilà, donc moi, je ne prends pas un bloc toutes les 10 minutes comme le reste du réseau Bitcoin, je prends un bloc toutes les 0,1 secondes en moyenne, par exemple. Et donc, pour ça, elle va dire, bah, moi, je prends les blocs qui ont une difficulté 1000 fois inférieure au réseau Bitcoin. Donc le hash de bloc que vous m'envoyez peut être plus élevé que ce que veut le réseau. Ça va pas nous faire gagner de l'argent à nous, la poule de minage, mais ça va permettre, en regardant tous les blocs qu'elle a reçus, ça va permettre à la poule de dire, bah, ce mineur-là, il mine à peu près 2 fois plus que cet autre mineur-là, etc., etc. Et donc elle va pouvoir comme ça calculer ce qu'on appelle un share, une part, c'est-à-dire la part de puissance de calcul de chaque contributeur de la poule. Et donc en fait, c'est exactement comme le réseau Bitcoin habituel, sauf que comme ça se fait avec une difficulté inférieure, la variance, elle est plus faible. C'est-à-dire que du coup, puisqu'il y a un bloc toutes les 0,1 secondes dans la poule qui est ajouté, du coup, on a plus de chances de trouver un bloc, donc on a plus de chances d'avoir des gains qui vont venir de la poule, parce que à quelques fois, la poule va trouver un bloc, un vrai bloc, et cette fois-ci, au lieu de juste le garder pour elle, elle va le publier sur le réseau. Mais comme l'adresse de réception est l'adresse de la poule, bien la poule va pouvoir récupérer l'argent et redistribuer l'argent en fonction des shares de chacun, donc en fonction de la proportion de contribution de chaque personne qu'elle aura estimée en faisant miner ses contributeurs des blocs avec une difficulté inférieure. Et par chance, des fois, il y aura des blocs avec une difficulté suffisante. Et donc, on voit qu'en fait, la poule doit traiter beaucoup plus de blocs par seconde qu'un nœud Bitcoin classique. Le principe, justement, d'avoir 10 minutes entre chaque bloc en moyenne, c'est pour que les nœuds Bitcoin et tout le réseau aient le temps de le traiter. Parce que du coup, le réseau, il a une bande passante limitée, il a un temps de traitement de chaque bloc limité, alors qu'une poule de minage, elle, va pouvoir mettre beaucoup de moyens pour traiter beaucoup plus de blocs par seconde, pour pouvoir faire une meilleure estimation, plus fine, que le réseau Bitcoin pour estimer chaque contribution au minage. Voilà, donc il y a un système de double difficulté, et donc plus une poule a des moyens financiers, plus elle a investi dans son infrastructure, plus une poule peut mettre une difficulté basse pour l'estimation des contributions de chacun. Parce que du coup, on se retrouve avec un problème assez naturel, c'est que par exemple, une poule, elle peut avoir une infrastructure qui lui permet de supporter 1000 fois plus de blocs par seconde que le réseau Bitcoin habituel, par exemple. Mais dans ce cas-là, si elle peut faire ça, si elle a des très très gros mineurs chez elle, les petits mineurs, ils vont pas aller dans cette poule parce qu'ils ont une puissance de calcul tellement faible par rapport aux gros mineurs de la poule que même si on divise par 1000 la puissance de calcul des gros mineurs, eux, ils restent quand même trop petits et donc il y a trop peu de chances que la poule puisse mesurer qu'ils ont de la puissance de calcul. Donc pour une poule et pour être attractive, une poule, elle a tout intérêt à avoir une bonne infrastructure pour pouvoir avoir des petits mineurs à côté des gros aussi. Et donc, voilà, pour pouvoir baisser encore plus sa difficulté pour que plus de gens puissent venir dans sa poule. Et puis après, il y a un système de frais, évidemment. Les poules ont différentes manières de mettre des frais sur leurs contributeurs qu'elles vont tirer du minage. Et puis là, après, on a parlé justement de la recherche dans l'espace aléatoire. Certaines poules vont par exemple dire à leurs mineurs,
toi, dans ta Coinbase, il faut que tu mettes ton pseudo pour que je puisse te détecter. Et donc, en mettant ça dans la Coinbase, en mettant une charge chiffrée, ou un truc, en tout cas, qui identifie le mineur, ben, comme ça, elle va pouvoir vérifier plus facilement qui a contribué à faire ce bloc. Et du coup, ça va aussi, d'une pierre deux coups, t'en profites pour changer l'aléa, pour faire en sorte que les mineurs ne cherchent pas dans le même espace aléatoire. Voilà, donc ça c'est le principe général. Et en gros, bah, depuis, je pense que même GetWork s'était fait comme ça. De toute façon, il n'y a pas 10 000 façons de faire les choses. Et bon, bah, évidemment, dans Stratum, on retrouve aussi ce système-là, et y compris dans Stratum V2. Après, dans Stratum V2, ce qu'on va discuter, c'est qu'il y a d'autres systèmes qui permettent de faire en sorte que les mineurs puissent choisir eux-mêmes leurs transactions, ce qui fait que la vérification que les transactions sur lesquelles mine un mineur sont valides, elle va se faire différemment. Voilà. Je ne sais pas si on a autre chose à ajouter. Non, c'est très clair et tu as bien répondu, je pense, à la question de Sosten. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'imaginais sur l'espace de travail dans l'aléatoire. C'est vrai que si chacun met si Son chacun met son identifiant. propre pseudo, il n'y a pas Ouais. de. Si tous les pseudos sont différents, il n'y a pas de risque qu'il y en ait deux qui bossent sur le même espace. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, les pools de minage peuvent aussi envoyer des templates différents en fonction de la bande passante des gens et tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'explication générale. Euh, donc il y a cette histoire de double difficulté. Et, euh, et alors, bon, après, dans ce qu'est Stratum, bah, Stratum a été créé aussi parce que bah, les ASIC, c'est des machines particulières avec des systèmes d'exploitation particuliers, puisque bah, du coup, comme c'est des machines spécialisées, elles ont forcément des systèmes d'exploitation particuliers. Et donc, bah, Stratum, c'est aussi en fait une suite de logiciels pour les ASIC, les fermes de minage, et puis bah, après la poule de minage elle-même. Et, euh, et donc, Stratum bah, permet l'interaction de facilement connecter son ASIC à une poule de minage pour pouvoir contribuer. C'est évidemment extrêmement facile de passer d'une poule de minage à l'autre si, dès lors qu'elles utilisent le même protocole. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est important quand on discute de la centralisation du minage de Bitcoin. Actuellement, Foundry a une très grande proportion du hash rate de Bitcoin. Ça peut être vu comme une menace, cependant, faut pas non plus trop, c'est pas non plus la panique, parce que justement, les mineurs peuvent à tout moment, si la pool de minage censure ou en tout cas réduit les gains des mineurs, peuvent à tout moment changer de pool. C'est extrêmement facile parce que les pools ne sont pas des entreprises. Enfin, les opérateurs de pools sont des entreprises, mais les pools elles-mêmes ne sont pas des entreprises, c'est des sortes de coopératives en fait. Les mineurs, les moyens de production, ils sont possédés par ceux qui travaillent pour la pool. Donc c'est un peu un genre de système communiste, mais c'est pas communiste du tout, évidemment. Mais c'est pas du tout comme une entreprise, c'est beaucoup plus proche de ce qu'il y a dans l'agriculture ou des choses comme ça. C'est vraiment un système de coopérative. Donc c'est très facile de changer d'opérateur. C'est parce qu'on on a la production, littéralement. Donc après, pour le mineur, c'est important que la connexion entre ces machines et la pool soit assez importante. Et donc ça, c'est un des défauts de Stratum V1 et que Stratum V2 cherche à rectifier, c'est que euh, comme tout se passait au niveau de la pool, de l'opérateur de pool, et bien des fois, ça pouvait être un petit peu compliqué de faire passer les instructions de la pool à la ferme et de la ferme aux machines. Puisque la pool, quelque part, Stratum a été pensé pour des gens, enfin, pensé pour du minage avec un ASIC. Donc, tu as un ASIC, tu le connectes à Internet, il mine et il se connecte à la pool. Alors qu'une ferme de minage, bon, bah, il y a plein d'ASIC et potentiellement des systèmes d'information intermédiaires pour pouvoir justement avoir une meilleure connexion Internet, avoir une meilleure bande passante, parce que c'est important qu'on puisse rapidement recevoir les nouvelles transactions de la pool. Un exemple
Un exemple de pourquoi il faut que la pool traite les choses le plus rapidement possible et que la connexion se fasse le plus vite possible avec les mineurs. Vous avez peut-être déjà observé, il y en a eu un récemment, là je crois qu'il y en a eu un dans l'heure précédente, il y a eu un bloc vide alors que la même pool est pleine. Donc ça, vous avez peut-être déjà observé ce genre de choses. Je regarde, il y en avait un tout à fait récemment. 782, 192. Donc c'était il y a combien de temps ça? Oh, il y a 10 blocs, même pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 7 blocs. Moi, Ouais, c'est ça. j'allais dire il y a 1 heure, mais oui, c'est vrai qu'on peut compter en bloc. Ouais, ça, il y a un Ouais, peu, c'est ça. entre 1 et 2 heures, là, il y a 1 ou 2 heures, il y a eu un bloc vide qui a été miné. Et ce bloc vide, en fait, a été miné très très rapidement après le bloc qui le précède. Et il a été miné par une pool différente du bloc qui le précède. Donc ça, c'est un problème qui vient du fait que quand un bloc est miné, les autres pools de minage vont recevoir le bloc et vont devoir vérifier que le bloc est valide. Donc pendant une période, les pools de minage étaient ultra connectées entre elles. Il y avait un truc qui s'appelait Fibre, le Fibre Network, qui permettait aux pools d'être extrêmement connectées entre elles pour que le bloc soit le plus rapidement possible validé par les pools de minage et que les mineurs puissent le plus rapidement possible miner sur ce nouveau bloc. Bon, je ne sais pas si ce réseau existe encore, mais je sais que c'était à la mode d'en parler dans les années 2018, 2019, mais aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup. Mais en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'une pool de minage reçoit un bloc et elle doit valider les transactions à l'intérieur. Et elle doit vérifier quelles sont les transactions à l'intérieur. Et le problème, c'est que pendant ce temps de validation, il faut que les contributeurs continuent de miner. Et donc, ce qu'elle va dire aux autres, aux mineurs, à ses membres, c'est écoutez, là, on a reçu un bloc qui a l'air valide, mais on ne sait pas exactement quelle transaction il y a dedans. Donc, je vous envoie son hash et vous pouvez essayer de miner un bloc vide par-dessus en attendant que je vérifie les transactions qu'il y a dedans et que je vous envoie de nouvelles transactions pour faire des blocs qui ne sont pas vides. Et donc, pendant un laps de temps de quelque chose de l'ordre de 30, potentiellement 30 secondes, les mineurs minent des blocs vides. Et des fois, ils arrivent à faire un bloc vide valide. Et du coup, ça crée des blocs vides comme ça. Et donc, un point d'amélioration de Stratum V2, c'est que puisque les mineurs sélectionnent eux-mêmes les transactions, ils vont potentiellement avoir déjà validé, déjà observé les transactions qui sont dans ce bloc. Ils vont pouvoir potentiellement les valider plus vite de leur côté. Ils vont pouvoir aussi piocher des transactions dans la même pool qui sont à des niveaux de frais inférieurs, donc pour lesquels il y a très peu de chances qu'elles soient incluses dans le bloc qui vient d'être miné. Et comme ça, ils vont pouvoir essayer d'enchaîner des blocs remplis plutôt que d'enchaîner des blocs vides quand c'est des pools différentes qui les minent. Je vois qu'il y a Archie qui a une question, vas-y. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez ou pas? Salut, on t'entend bien. Ok, super, parfait. En fait, de base, ma question, c'était exactement sur ce bloc vide. Donc, déjà, Ouais. merci beaucoup, c'est parfait. Et moi, du coup, je me posais une question sur le full node, du coup, qui est dans la mining pool. En fait, j'ai du mal à me représenter, structurellement parlant, comment c'est fait. Genre, par exemple, je prends, je sais pas, Antpool. On est d'accord que du coup, c'est vraiment des aéroports, littéralement, d'ASIC. Et parmi tout ça, enfin dessus, il y a un full node qui du coup observe tout ce que le réseau donc de miners de la pool est en train de faire en réduisant la difficulté pour pouvoir, comme tu as dit tout à l'heure, savoir qui fournit plus de shares qu'un autre. Et je me trompe pas jusque-là? Alors, il y a une petite subtilité qu'il faut peut-être que j'éclaire tout de suite. Oui. Il ne faut pas confondre une ferme de minage avec la pool. Antpool, c'est un Ok. opérateur de pool, donc c'est juste un serveur en fait. Un Ok. serveur normal, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, les fermes de minage, ça par contre, c'est effectivement des grosses structures et elles peuvent être n'importe où dans le monde et pourtant minées pour Antpool. En fait, elles sont connectées à distance avec Antpool. Elles reçoivent les templates de blocs à miner avec Antpool régulièrement.
et, Antpool va, avec cette histoire de difficulté, estimer les shares de cette pool, de chaque ferme, pardon. Ok. Voilà. Et du coup, c'est vraiment un full node qui gère ça. Donc, après, j'imagine, j'avais une question que tu avais notée aussi à côté. Attendez, je relis juste, parce que j'ai pris pas mal de petites Donc, notes. ce que tu dis, c'est que oui, effectivement, il y a qu'un seul, enfin, le full node qui compte, c'est le full node sur le serveur de Antpool qui va Ok. distribuer, en fait, après, avec des templates, ce qu'on appelle des templates, il va distribuer des blocs à miner. Donc, soit Tiens. vide quand ils reçoivent un autre bloc pour que les autres continuent, enfin, commencent tout de suite à Et miner, sinon, effectivement, ils sinon vont des faire. plans. En fait, je ne sais pas exactement s'il y a un message différent d'un point de vue protocolaire, mais effectivement, ils vont juste envoyer un message avec le hash du bloc qui vient d'être trouvé par une autre pool et sans plus. Et du coup, les mineurs vont juste pouvoir mettre le hash du bloc précédent dans l'entête, parce que j'ai oublié de préciser que dans l'entête, il y a le hash du bloc précédent, et commencer à miner sur un en-tête avec une Merkle root Juste la Coinbase. qui contient juste la Coinbase. Ouais. Ok. Ok, ok. Et du coup, ouais, ma question c'était, est-ce que du coup, ce fameux node-là, bon, il n'a pas de raison rationnelle de le faire, mais est-ce qu'il peut du coup envoyer des mauvaises informations, typiquement? Alors, bah, si il envoie des templates de blocs avec des transactions invalides, je pense Voilà, qu'il va ok. avoir des problèmes. C'est C'est ça, ok. Enfin, du coup, typiquement, c'est ce qui se passerait après, c'est que ben, si du coup les miners voient ça, ils vont juste aller dans une autre pool en fait. Donc il a aucun intérêt exactement. rationnel à le faire. C'est pas ok, ça marche. Ouais. Vraiment, Et il un peut autre pas. petit truc, vas-y, Ouais. pardon. Non, non, vas-y, Je disais vas-y. bah, ça changeait de sujet un peu, mais du coup, vite fait, enfin, du coup, Stratum V2, ça veut dire que ça pourrait être une pool qui va du coup prendre en charge toutes les transactions qui sont, enfin, un petit peu donc avec moins de taux de frais. Donc ça pourrait clear la même pool un petit peu de toutes les microtransactions un peu Stratum du coup. Alors, pas plus efficacement qu'avant. En fait, c'est juste que ça réduira les blocs vides. Je sais plus comment on appelle ça, les blocs vides qui se produisent pour des raisons de temps de validation. Mais potentiellement, ça permettra de réduire. Et en fait, l'idée, c'est que dans Stratum V2, il y a une configuration du protocole qui permet au mineur de choisir lui-même les transactions qu'il va inclure dans le bloc, tout en restant efficace en termes de minage avec la pool. Parce que j'avais dit précédemment qu'en général, on ne choisissait pas pour des raisons d'efficacité, mais là, Stratum V2 fait des choses, ajoute un composant qui permet de faire ça un peu mieux, en gros. En gros, ça veut dire que enfin, tous les mineurs qui sont dans la pool ne recevront pas les blocs templates que leur envoie la pool. Exactement. C'est eux Il n'y qui aura vont pas de construire bloc leur template. propre bloc. Ok, C'est excellent. ça. Donc c'est très très bon pour la censure la propriété anti-censure du réseau, en fait, parce que du coup, c'est un mineur peut par exemple inclure des transactions à zéro frais que lui voudrait inclure, par exemple. Actuellement, il pourrait pas, il faut qu'il passe, c'est la pool qui décide des transactions, donc c'est la pool qui peut inclure ces transactions à zéro frais si elle veut les inclure. Bon, après, une transaction à zéro frais, c'est pas gratuit pour un mineur, c'est pas parce qu'elle est à zéro frais sur la blockchain qu'elle n'est pas payée d'une autre façon, évidemment. Euh, Mais- et ouais, j'ai juste une petite question là-dessus. On est d'accord que ça veut dire que par exemple, si je m'arrange avec un mineur qui mine dans une pool et que ce mineur, je lui donne une transaction avec zéro frais pour qu'il la mine et je lui paye comme tu as dit, c'est pas forcément gratuit pour le mineur, hein, c'est rémunéré d'une autre façon, c'est juste pas rémunéré en frais de transaction Bitcoin. Mais on est d'accord que la chance que cette transaction soit minée effectivement dans un bloc, il faut que ce soit le mineur avec lequel j'ai négocié ça dans la pool qui mine le bloc. ouais, Donc ça reste quand même des probabilités assez faibles finalement oui, que ce soit inclus dans un bloc. oui, Hmm. très faible. En Donc en Et plus, fait, il puis, faut faudrait que prendre j'aille voir plusieurs mineurs de la pool. faut prendre en compte le fait que c'est pas parce que le mineur peut choisir ses transactions qu'il n'y a pas une sorte de négociation en fait avec la pool sur les transactions que tu peux mettre dans ton bloc. oui, et puis, il me semble qu'aussi, même avec Stratum V2, la pool peut imposer des règles sur certaines transactions. Alors, elle peut pas imposer des règles sur chaque transaction, mais elle peut rejeter des blocs qui contiennent des transactions qui lui plaisent pas, effectivement. Elle est obligée de rejeter tout le bloc, par contre. Mais C'est après, ça. c'est à double tranchant pour la pool, parce que Ah, quand elle fait clairement, ça,
quand elle Ouais, fait ça, c'est clairement. pas du tout gratuit pour elle et ça entame la rentabilité de tout le monde en fait. Ouais, et puis en plus de ça, si les mineurs se rendent compte que la pool cherche à, entre guillemets, censurer, c'est des pertes de frais de transaction de leur côté potentiels. Et donc, du coup, bah, ils ont tout intérêt à aller dans une autre pool, même si elle a plus de frais de, de commission. Donc, voilà. Après, si dès le départ c'est clair, qu'elle le Ah dit, ouais, moi oui. j'accepte pas ça, moi je. Oui, oui, alors ça peut être, ça après, c'est des arguments, enfin, c'est un problème social et économique, là, ce que tu Hmm. décris après. Parce Mais que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ça va pas forcément empêcher la censure sur Bitcoin. non, Enfin, c'est pas ça qui. Ouais. enfin, y a pas, en fait, si la censure, de toute façon, est une notion aussi relative et qui est pas que technique, en fait. C'est assez difficile de dire techniquement ce que c'est que la censure, en fait, si tu y réfléchis. Par exemple, une soft fork, c'est de la censure, d'un point de vue du mineur. On te demande dans une soft fork de censurer des transactions parce que bah, des gens considèrent qu'elles sont plus valides. Mais c'est de la censure qu'on accepte parce qu'elle a des raisons techniques d'une certaine façon. C'est juste que la barrière entre une soft fork, une mise à jour de protocole et de la censure dans le cas des soft forks, bah, c'est une zone de gris, quoi. C'est qu'une question sociale. Techniquement, c'est la même chose, tu vois. Mais Ouais, bon, ouais, ouais. maintenant, tu vois bien, tu vois, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'une soft fork, ce n'est pas de la censure d'un point de vue social. Alors que bon, si la poule, elle commence à te dire, bah, moi, je veux que les transactions que tu mines, elles s'accaboient ici, bon, bah là, c'est pas pareil, évidemment. Mais ouais, donc je sais pas, après, là, pour parler en gros de ce qu'apporte Stratum V2, le gros changement de Stratum V2, c'est ce qu'on appelle le proxy. Donc en fait, normalement, comme j'ai dit, la ferme de minage connecte ses machines quasi directement avec l'opérateur de pool aujourd'hui. Alors, je dis quasi directement parce qu'il peut très bien avoir quelque chose d'un peu maison qui fait l'intermédiaire entre ces machines et la pool pour des raisons, par exemple, d'efficacité, de distribution de templates ou des choses comme ça. Et donc, Stratum n'avait pas été designé pour des fermes en fait de minage. Euh, ce qu'apporte Stratum V2, c'est un proxy intermédiaire, c'est-à-dire que Stratum V2, il y aura les machines de minage, il y aura ce qu'on appelle un proxy, qui sera donc un serveur normal, qui ne fait pas de minage, mais qui, on va le voir quand même, aide un petit peu à miner. Et puis, on a la pool qui discute avec ce proxy, donc ce serveur intermédiaire, pour s'assurer que on mine des blocs qu'elle accepte, etc. Dans Stratum V2, il y a des notions de canaux de communication entre les différentes parties. Il y a des canaux de et il y a des catégories de canaux de communication. Donc j'avais précisé tout à l'heure que la Coinbase, c'est une transaction particulière pour le mineur. Donc par exemple, il y a des canaux de communication qui autorisent le changement de la Coinbase et d'autres qui n'autorisent aucun changement au niveau de la transaction et ils n'autorisent le changement qu'au niveau de l'entête de bloc. Donc ça, par exemple, c'est intéressant pour le minage, pour rendre le minage plus efficient. J'avais parlé de ce qu'on appelait le header mining, donc le mining sur en-tête. Donc théoriquement, lorsqu'une machine, elle mine aujourd'hui, elle doit faire deux choses en même temps. Elle va tester tous les nonces possibles, et en fait, le truc, c'est que le champ de nonces dans l'entête de bloc n'est pas suffisamment grand pour permettre de miner, en fait. Il n'est pas assez grand, et donc, en fait, le mineur va aussi utiliser un petit peu les versions de bloc. Et puis surtout, comme j'avais dit, il va utiliser l'extra nonce dans la Coinbase. Sauf que c'est beaucoup plus facile de prendre un en-tête de bloc, de changer le nonce à l'intérieur et de recalculer le hash, que de prendre un en-tête de bloc, de changer la Coinbase, de recalculer la Merkle root, et ensuite de calculer le hash de l'en-tête de bloc. Les machines, elles font les deux. C'est-à-dire, il y a la partie où elles ne changent que des choses dans l'en-tête, et il y a la partie où elles changent des choses dans la Coinbase, dans le bloc, quelque part. Et ça, c'est plus coûteux.
et c'est pas très efficient non plus. Enfin, c'est-à-dire c'est pas juste un calcul de hash, c'est un calcul un peu plus compliqué pour lequel il y avait déjà des optimisations qui avaient été faites, mais qui n'est pas forcément, enfin voilà, qui n'est pas la partie la plus efficace. C'est beaucoup plus facile d'incrémenter un nonce, d'incrémenter le timestamp, de modifier les versions de blocs, parce que c'est dans le même endroit. C'est un en-tête de bloc, c'est assez court. Il n'y a pas de structure à recalculer comme une Merkle route, donc c'est plus facile à gérer. Et Oui, ben, parce que, ouais, vas-y. ouais, excuse-moi. Parce que du coup, ça redemande de calculer tous les hash intermédiaires de la Merkle route, c'est ça? Ouais, De en faire les fait, concaténations, de hasher pour alors des milliers tu de n'es pas transactions. obligé de refaire toute la concaténation, Ah oui, que le euh, chemin. mais que le chemin, effectivement. Ok, C'est-à-dire que le chemin de la Coinbase. tu peux avoir sauvegardé effectivement les haches intermédiaires Hmm, qui se relient à la branche de la Coinbase, quelque part. ok. Et Mais ça voilà. demande minimum, je dis une bêtise, s'il y a 1200 transactions dans le bloc, ça demande 1200 hachages supplémentaires du coup, Non, pour refaire tout le euh, chemin, non? non, du coup, ça en demande plutôt une douzaine. Parce que du coup, tu vois, tu as à peu près 2000 Oui, transactions par ok. bloc, et 2 puissance 11, ça fait 2048. Hmm, Célèbre ouais, jeu que l'on connaît tous. Euh, et donc, du coup, en fait, il y a besoin que de recalculer une dizaine de haches. Mais ça, par exemple, au niveau du serveur de pool, donc quand une pool vérifie le contenu d'un bloc, eh bien effectivement, elle recalcule tous les haches intermédiaires. Elle peut pas faire ce genre de choses. Donc dans Stratum V2, il y a aussi une petite partie d'optimisation du serveur de la pool de minage, où elle va pouvoir réutiliser les haches intermédiaires des branches. Et ça, c'est permis notamment parce qu'il y a une négociation avec le proxy Stratum V2 pour permettre justement de choisir les transactions que le mineur mine dans son bloc. Voilà, donc il y a plein de petites optimisations. Ce proxy, en fait, en regardant avec Lunes, on a vu que c'était vraiment le truc hein, qui permettait enfin, qui permettait la magie de Stratum V2. Parce que comme du coup, c'est pas une machine de minage, mais c'est une machine générique, eh bien, elle peut faire de la transcription. Par exemple, elle peut faire la compatibilité des machines Stratum V1 avec le protocole Stratum V2. Les machines Stratum V1, comme j'ai dit avant, elles font à la fois du minage sur l'entête de bloc, mais elles font aussi le minage sur la Coinbase. Dans Stratum V2, il y aura des machines qui seront Stratum V2, et les machines Stratum V2, elles ne feront du minage que sur l'entête. Elles ne mineront pas la Coinbase. Le minage de la Coinbase, il sera fait en fait par le proxy. Le proxy va distribuer des Coinbase aux différentes machines. Il va rajouter des identifiants dans le script SIG de la Coinbase pour que chaque machine ait une Coinbase légèrement différente. Et puis, il va recalculer les chemins de Merkle pour les différentes Coinbase, pour les différentes transactions qui ont été négociées avec la pool de minage. Donc, en gros, on déporte, si on veut, pour imaginer un peu les choses, les machines de minage aujourd'hui ne sont pas assez spécialisées dans le minage quelque part. Elles font soit du calcul de hash, mais elles font aussi de la négociation avec les pools, elles font aussi de la sélection du calcul de Coinbase et de Merkle Root, alors que dans Stratum V2, les machines de minage ne feront vraiment que du minage, c'est-à-dire elles ne feront que calculer des hashes d'entête de bloc et rien d'autre. Tout le reste, ce sera le proxy qui le fait. Le proxy, il va distribuer les Merkle Root et les entêtes de bloc. Et après, les machines de minage, elles vont prendre l'entête de bloc, elles vont incrémenter le nonce, incrémenter la date à l'intérieur et miner comme ça directement sur l'entête uniquement. Le fait qu'on mine sur l'entête, ça peut rendre la machine plus efficiente parce que du coup, c'est beaucoup plus court une entête. Donc calculer un hash sur une entête, bah, c'est un seul hash sur une donnée relativement courte qui peut être très facilement modifiée de manière hyper procédurale. Donc on peut imaginer des circuits particuliers pour faire l'incrémentation du nonce, pour faire l'incrémentation du timestamp. Et en fait, en regardant un petit peu la documentation avec Lunes, on a vu que globalement, bah, ça crée une nouvelle limite. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais imaginons que les machines, elles sont tellement rapides à miner sur l'entête de bloc qu'elles parcourent toutes les valeurs de nonce possibles, toutes les valeurs de version de bloc possibles.
et qu'elles font avancer trop vite le timestamp pour pouvoir miner comme il faut, parce que du coup, le timestamp, quelque part, il faut imaginer qu'on est limité à un changement par seconde du timestamp si on veut rester dans des règles raisonnables. Mais il y a quand même une marge qui est relativement importante, mais voilà. Mais du coup, ça impose une limite, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir fournir une nouvelle Merkle route assez régulièrement à une machine de minage. Mais en gros, le rapport est tellement grand, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir calculer tellement plus de hash. On avait estimé 280 Tera avec Lunes. Il faut pouvoir calculer 280 Terahash par seconde pour qu'on commence à peine à manquer d'espace de recherche aléatoire si on ne change pas la Merkle route dans l'entête de bloc. Ouais, ouais, c'est ça. Pour une seconde, en fait, l'espace de recherche est 280 terahash. Donc en fait, tant que les machines minent pas, enfin, font pas plus de 280 terahash par seconde, et ben, on est encore OK, quoi. Voilà, et ça, en plus, bon, bah après, enfin, là, c'est 280 Tera, je crois que ça prend en compte les numéros de version aussi des blocs, Ça ça, prend les 32 bits de nom, c'est les 16 bits de version qui de bloquent. blocs. Sachant que, bon, bah, comme j'ai dit, il y a des fois, les versions de blocs, le mineur voudra peut-être imposer la valeur de certains bits, donc ils ne pourront pas être utilisés pour faire de la recherche aléatoire. Mais on a quand même de la marge. Et en fait, il faut se dire que ça, c'est par seconde. Mais c'est aussi par Merkle route. Or, une Merkle route pour une machine classique, ça met pas non plus très longtemps à être calculé en fait. C'est significatif pour une machine de minage, parce qu'une machine de minage, elle doit faire tout au plus rapidement possible, donc perdre du temps à faire ça, c'est coûteux. Par contre, pour une machine classique qui sert surtout à distribuer le travail, c'est vraiment pas un problème de recalculer régulièrement quelques nouvelles racines de Merkle pour les envoyer aux machines via des canaux de communication qui supportent en gros, le proxy, lui, va supporter la modification des transactions Coinbase, alors que les machines de minage, elles ne supporteront pas qu'on modifie la Coinbase parce qu'elles ne prennent que l'entête, quoi, vraiment. Donc ça permet aussi, même aux mineurs, donc ça, c'est un point qui est important parce qu'on présente Stratum en général, nous, en tant qu'utilisateurs, on regarde Stratum en se disant, ah, ça va donner de la résistance à la censure et tout, mais pas que, en fait. Faut comprendre que les mineurs auront tout intérêt à adopter Stratum parce qu'ils vont pouvoir aussi gagner en puissance de calcul, en récompense de minage, parce que c'est plus efficient comme infrastructure. C'est aussi toute une infrastructure de pool qui sera déjà toute prête, tout préparée et bien foutue avec des protocoles bien accélérés. D'autres points qu'on n'a pas dit sur Stratum V2, c'est qu'aujourd'hui, Stratum, tout circule en clair. Il n'y a aucun chiffrement entre la pool et le mineur. Donc, la transaction, quelque part, le mineur, il pourrait très bien avoir un man in the middle ou en tout cas quelqu'un qui écoute les échanges entre le mineur et la pool. Et donc ça, bah, ça peut potentiellement être utilisé pour faire détourner le hash rate. Et ça a déjà été fait, hein, je crois. Donc ça, c'est une perte potentielle aussi pour le mineur. Et Stratum V2, lui, va chiffrer les communications. Donc là encore, les mineurs ont tout intérêt à utiliser Stratum V2 juste parce que bah, les communications elles seront chiffrées. Donc ils seront déjà plus sûrs qu'ils sont en train de discuter avec une pool et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en train de les écouter et qu'ils ne se feront pas voler leur hash rate d'une certaine façon via une attaque informatique sur les réseaux qu'ils utilisent pour communiquer. Et puis il y a une dernière chose, c'est que Loïc a dit que Getwork et Stratum utilisaient JSON RPC. Donc JSON, c'est un format oui, c'est un formatage d'informations, d'objets. Donc ça veut dire Java, JavaScript Object, je sais plus quoi, norme ou un truc comme ça. Et RPC, c'est Remote Protocol Control ou un truc comme ça, je sais plus trop quoi. Enfin bon, en gros, les RPC, c'est ce qu'on utilise pour communiquer avec son nœud Bitcoin et ça permet d'envoyer des commandes à distance. Et ben dans Stratum V2, ce sera du binaire spécifique. C'est-à-dire, vous voyez, une transaction Bitcoin, par exemple, les transactions Bitcoin, elles sont en binaire spécifique. C'est-à-dire la sérialisation, la manière d'organiser les données dans les transactions Bitcoin, elle est
efficace au maximum. On ne peut pas compresser un bloc Bitcoin en termes d'information. Si vous faites un tar GZ sur un bloc Bitcoin, vous n'obtiendrez aucune compression parce que l'information, elle est compressée déjà au niveau maximal. Chaque bit sert à quelque chose. Et ben, Et dans rien qu'en faisant ça, on baisse de 70 à 80% la bande passante utilisée. voilà, parce qu'en fait, on perd énormément de temps à envoyer des bits de JSON qui servent juste à mettre en forme l'objet. Et là, enfin, c'est vraiment pas optimal. C'est-à-dire que là, on est sur une utilisation très très spécifique des choses. On a besoin de performance, donc il faut adopter un format spécifique, binaire directement, pour que ce soit le plus court possible. Et tout ça, ça fait gagner énormément de bande passante. Au point que le chiffrement qui réduit légèrement la bande passante, parce qu'il il faut pouvoir chiffrer les communications, s'envoyer les clés privées quelque part, s'envoyer les clés Qui publiques pour augmente pouvoir la faire la... bande passante. Pardon? Le chiffrement, ça augmente la bande passante. C'est-à-dire réduit. Euh, Non, on avait vu que le chiffrement en lui-même, il réduit la bande passante, mais les gains sur la sérialisation sont tels que, en fait, même avec le chiffrement, ça reste beaucoup plus intéressant en termes de bande passante. Il me semble qu'on Oui, avait vu mais ça. c'est quand tu chiffres le message est plus gros, donc du coup, ça augmente la bande passante utilisée. Mais du Oui, coup, en voilà, c'est fait, ça. Mm. comme tu sérialises en binaire, et ben, en fait, Mm. tu fais moins 80% plus Plus 100% de équivalent à 50, moins ouais, c'est 50% ça. en total, quoi. C'est ça. Donc au Donc, en gros, final, on diminue de 50%, mais c'est voilà, c'est chiffré. ça, quand c'est chiffré. Ouais, Ouais, alors Loïc. juste, j'ai regardé par rapport à plusieurs choses que tu as dit. Euh, pour le Getwork, ouais, c'était pas du JSON RPC hein, sur D'accord. Getwork. Ça, c'était une amélioration justement de Stratum V1. Sur Getwork, j'ai vérifié, c'était juste des requêtes HTTP. Ouais, c'est encore pire. Ouais. Et faut pas rigoler. Oh non, mais si, Euh, là, c'est vraiment terrible quand même. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'était l'époque. mais ceux qui l'ont utilisé sont sûrement bien plus riches que nous. C'est ça, on Euh, va rien dire. et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mince, j'ai oublié. Oui, tout à l'heure, tu as parlé de Man in the Middle. Alors, Ouais. j'avais vu qu'en français, ça s'appelait attaque par rejeu. C'est vers Ah non, c'est l'homme R, autre du chose, ça. milieu, hein. Ah ouais? mais justement que ça empêchait ça, le chiffrement, j'ai vu. L'attaque parce que les attaques replay, c'est autre chose en général. C'est plutôt utilisé dans l'authentification ou des choses comme ça. Ok. Je sais pas. J'avais lu. J'aurais pas compris pour Non, non, attaque replay. en français, Man in the Middle, c'était l'attaque de l'homme du milieu. Oui, Si Ouais. on oui. traduit littéralement. Mais j'avais vu justement que le protocole de chiffrement et d'authentification utilisé sur Stratum V2 permettait euh, d'éviter les attaques par rejeu. Voilà, ce que j'avais lu. Alors, peut-être, oui. En fait, tu peux avoir des rejeux sur les handshakes, en fait. Mais enfin, c'est quand même un peu bizarre. Mais effectivement, c'est bien possible. C'est-à-dire qu'en fait, le mineur, quand il se connecte à sa pool, il doit certainement envoyer un mot de passe ou en tout cas une authentification pour pouvoir s'authentifier auprès de la pool. Sauf que cette authentification est envoyée en clair sur le réseau. Et donc, potentiellement, selon le type d'authentification qui est utilisé, une attaque possible est de renvoyer le même message que ce qu'a envoyé le mineur sans savoir ce qu'il y avait dedans pour se re-authentifier avec le même message parce qu'il est en clair. Ok, je comprends mieux. Ouais, c'est pas du tout ce C'est dont tu parlais. c'est pour ça, par exemple, que quand tu es sur un site HTTP, il ne faut pas taper ton mot de passe dedans parce qu'il va être envoyé en clair sur le réseau. Donc ne tapez pas de mot de passe dans des sites HTTP, s'il vous plaît. Faites-le sur des sites en HTTPS. Même si c'est pas le bon site, c'est déjà mieux, on va dire. Bon, Et quand on bref. vous dit de vérifier le petit cadenas en haut. Voilà. Le HTTPS, c'est chiffré, au moins. Bon, voilà. Donc c'est dire à quel point c'est archaïque, hein. On partait sur des trucs archaïques avant, quoi. Donc il y a bien besoin d'une mise à jour. Donc voilà, il y a pas que l'avantage de la résistance à la censure, il y a plein d'autres petites features qui sont très très importantes pour les mineurs, pour faire en sorte que que les mineurs puissent miner dans de meilleures conditions et puis aussi que simplement des attaques évidentes
qui sont possibles juste parce on a fait des protocoles il y a très longtemps. Comme il y a relativement peu d'acteurs qui créent les machines de minage, bah, ils n'ont jamais vraiment pensé à changer le protocole. Voilà, donc faut mettre un jour un peu tout ça. Bon, après, on a un point aussi que j'ai dit. Donc, le nouveau truc de Stratum V2, c'est le proxy. Mais du coup, on peut très bien faire du Stratum V2 dans différentes configurations. Il y a 4 configurations qui sont présentées sur le site. Globalement, on peut les découper on peut les mettre dans un. Les quatre configurations sont obtenues en fonction de deux features. Soit vous avez des machines Stratum V2, soit vous avez des machines Stratum V1 et vous voulez de la rétrocompatibilité. Donc ça vous découpe en deux groupes déjà euh, les quatre possibilités. Et pour redécouper chaque groupe, vous vous demandez si oui ou non le mineur peut choisir les transactions qui vont à l'intérieur des blocs qu'il mine. Et du coup, ça vous redécoupe en quatre, en deux chaque paire de configurations, ce qui fait quatre configurations au total. Donc vous pouvez très bien choisir les transactions que vous voulez miner avec du Stratum V1. C'est juste que bah, du coup, votre proxy en fait, sera connecté à un full node, à votre full node, et votre proxy va choisir des transactions dans le full node. Donc ce sera fait sans template de bloc, ce sera pioché dans votre mempool directement. En fait, votre proxy va sûrement faire un peu comme mempool.space, c'est-à-dire il va récupérer et extraire les transactions dans la mempool de votre nœud, et il va lui-même choisir dans ce lot de transactions qu'est-ce qu'il va mettre dans les blocs. Et ça, c'est votre proxy. Là, on ne parle pas de la pool, on parle de votre proxy. Et votre proxy, il est connecté avec une connexion très performante parce que autant pour les machines de minage, il n'y a pas besoin, pour quand elles sont connectées au proxy, qu'il y ait une très très grosse connexion parce qu'on s'envoie juste des en-têtes de blocs et on s'en envoie relativement peu parce que bah, en fait, on s'envoie un en-tête de bloc et puis la machine de minage, elle teste toutes les possibilités de nonces et de versions de bits sur l'entête de bloc et après seulement elle en redemande un nouveau. Donc il n'y a pas beaucoup de communication entre la machine et le proxy. Par contre, entre le proxy et la pool de minage, là, il y a beaucoup de communication. Donc, le fait d'avoir une structure comme ça en arborescence, en hiérarchie, ça permet de cibler les endroits où il faut mettre plus de bandes passantes dans les infrastructures. Et donc, du coup, le proxy, lui, va pouvoir être connecté à la pool de minage avec des connexions très, très haute performance, potentiellement. Et ce proxy, il va pouvoir discuter avec la pool de minage et négocier avec elle les jobs enfin les transactions qui seront incluses dans les blocs qui seront acceptés par la pool. Voilà, la pool de minage a toujours un genre de droit de veto, un droit de dire bah moi je ne veux pas de cette transaction. Mais au moins on a un peu plus de liberté au sens où le protocole supporte que la pool de minage puisse dire bah, je vous laisse choisir et puis vous vous contentez de choisir des transactions avec des frais pas dégueulasses quand même et puis voilà quoi. Parce que je pense quand même que l'intérêt économique, ça reste quand même une priorité de la pool de minage aussi. Mais voilà, il y a une marge de négociation qui est implémentable, alors que dans Stratum V1, rien n'est implémentable. C'est la pool de minage qui décide et c'est tout quoi. Voilà. Donc c'est aussi, voilà, c'est surtout un changement d'infrastructure. C'est une manière de faire les choses. En fait, Stratum V2, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un protocole de minage pour les fermes de minage, qui prend en compte le fait que aujourd'hui, on mine en ferme, principalement en ferme. Donc après, un solo mineur, il n'a pas du tout les mêmes problématiques. Il n'a pas besoin d'un proxy, il n'a pas besoin de tout ça parce que bah, il est tout seul, donc il n'y a pas besoin de s'amuser à distribuer le travail de manière très très intense. Son ordinateur peut se contenter de faire les petits calculs de temps en temps qu'il y a besoin de faire pour que la machine de minage elle puisse miner tranquillement. Par contre, une pool de minage, voilà, elle a besoin d'une infrastructure un peu mieux fichue, avec un bon proxy pour distribuer le travail proprement, comme il faut, et faciliter la coordination de toutes les machines ensemble. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est avant tout ça l'objectif de Stratum V2. Et après, effectivement, petit bonus, comme on a un proxy, on peut mettre un full node dessus et on peut lui faire choisir des transactions dans notre full node. Ça, c'est bien pour la résistance à la censure, mais c'est un petit bonus. Faut comprendre que les mineurs, ils cherchent pas ça. Les mineurs, ils cherchent la rentabilité maximale et c'est tout. Et après, si ça permet au réseau d'être résistant à la censure, bah, tant mieux. Mais ce qu'ils veulent, c'est avant tout rentabilité maximale. Donc, il n'y a que
que la moitié des configurations de Stratum V2 qui apportent vraiment quelque chose en termes de résistance à la censure, quoi. En fait, le petit programme qui nous intéresse, nous, en tant qu'utilisateurs, qui vont utiliser les gens dans Stratum V2, c'est le Job Negotiator, le négociateur de job. Donc, en calcul haute performance, ce qu'on appelle un job, c'est une allocation de ressources. Quand vous demandez des heures de calcul sur AWS ou sur un grand calculateur de recherche, vous faites une soumission à ce qu'on appelle un ordonnanceur, et l'ordonnanceur, il va vous allouer des ressources pendant une période donnée, et cette allocation de ressources s'appelle un job. Et donc le job négociator, ça va être un programme qui fait un peu SERP, mais au niveau du minage, c'est-à-dire qu'il va négocier les transactions à miner, et donc il est directement connecté au nœud Bitcoin pour faire ça. Et ensuite, il est connecté à votre proxy pour négocier avec la pool les transactions qu'on peut inclure pour miner dans la ferme. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait autre chose à ajouter. On avait fait des notes, Lounès. Est-ce que dans le Notion, tu Est-ce vois qu'on a, des... tout à l'heure, est-ce qu'on a parlé du fait de pouvoir enfin, commencer à les faire travailler sur des blocs futurs ou pas? Alors, j'en ai parlé vite fait, mais Vite fait, ouais. effectivement, on l'a pas dit directement. Je pense que c'est bien d'en parler un peu plus. Mais donc, du coup, le fait que vous ayez votre propre nœud potentiellement et le fait qu'il y ait une négociation des transactions, qu'il n'y ait pas à attendre que la pool vous envoie vos transactions à miner, fait que c'est plus facile de gérer le problème des blocs vides qui apparaissent de temps en temps, comme on a vu tout à l'heure, et donc de miner sur préparer des jobs futurs, comme dit Lounès, c'est-à-dire que le job négociator, donc le programme de négociation du bloc à miner, des transactions à inclure dans le bloc, il va pouvoir préparer aussi des transactions, une Merkle route et tout ça, mais avec des transactions qui sont plus profondes dans la même pool. Et il va juste lui manquer à ajouter dans l'entête le hash du bloc précédent. Et ça, c'est dans le cas où un bloc est trouvé. La pool de minage va envoyer juste le hash du bloc qui a été trouvé. Et plutôt que de miner un bloc vide, le mineur, le job négociateur, du coup, il va dire, bon, bah, on a le hash, on a un bloc de job futur, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est dans la transaction, qu'est-ce qui est dans le nouveau bloc valide potentiellement. Donc, du coup, on va pouvoir commencer à miner avec ces transactions-là, ça devrait passer. Et il peut déjà négocier ça avec la pool parce que bah, il a des capacités de calcul un peu plus importantes, donc il peut négocier des choses avec la pool un peu plus facilement. Et c'est comme ça que du coup, on va pouvoir limiter le nombre de blocs vides comme ça qui sont trouvés qui sont minés lorsque deux blocs sont minés à la suite par deux poules différentes. Donc voilà, c'est aussi inclus, c'est aussi dans la doc du protocole, donc de Stratum V2. Donc voilà, manifestement, il y a eu un peu de recherche aussi pour éviter ces blocs vides très frustrants quand on est utilisateur. Après, encore une fois, l'objectif, hein, c'est pas de rendre service au réseau, c'est juste d'être plus rentable aussi, hein. Et du coup, miner un bloc vide, ce qui est dommage quand il y a des transactions, c'est que bon, on gagne pas les frais de transaction dedans. Bon, bah, réduire les blocs vides, c'est bien pour gagner plus d'argent, quoi. C'est pas juste pour nous faire plaisir à nous, quoi. Surtout en ce moment, parce que je crois qu'il y a les frais, ils sont montés un petit peu. J'ai regardé là aujourd'hui. Actuellement, tu peux pas faire de transactions à moins de 5 Satoshi par byte, je crois, sur les nœuds par défaut. Parce que, en gros, les nœuds par défaut ne retiennent que 300 mégabytes de transactions dans leur même pool. Et quand on dit 300 mégabytes, pour le coup, c'est 300 mégabytes vrais mégabytes, c'est-à-dire il n'y a pas de discount pour le witness. Donc, comme là, il y a des gens qui balancent des inscriptions ordinals et qu'ils ont chargé, entre guillemets, tous les frais bas de la même pool avec des inscriptions ordinales, et bien du coup, effectivement, la même pool est très rapidement remplie, et là, elle est quasiment à 1 giga de transactions au total. Si on avait toutes les transactions, la même pool ferait 1 giga actuellement. Il faut que Donc, j'augmente. Loïc, tu n'as pas le giga, alors que pourtant tu as débloqué cette possibilité sur ton node, mais Non, mais je pense que, comme je disais, c'est sûrement la propagation. Je dois être connecté ouais. qu'à des nœuds qui ont 300.
je dois garder les petites qui passent que eux ils virent après, et c'est pour ça que je suis juste au-dessus de 300, mais que j'ai pas plus, quoi. Voilà, dès que tu sors un C'est- peu dès que tu sors un peu des politiques standards, tu retombes dans le Hmm. monde bizarre de la propagation, de la percolation dans des réseaux de communication, quoi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on en a parlé dans un Space Cake sur Sur Early. Full RBF, quand on avait parlé de Full RBF versus Oui. RBF signaling, j'avais parlé du fait que si on fait des transactions non remplaçables et qu'on cherche à les remplacer, eh bien, c'est assez difficile de savoir si la transaction s'est propagée jusqu'au nœud de pool de minage ou pas. Hmm. Et, euh, et j'avais estimé que s'il y avait 10% des nœuds à peu près qui faisaient du full RBF, alors les transactions qui remplacent d'anciennes transactions considérées comme non remplaçables pourraient arriver jusqu'au pool de minage. Mais c'est Et toi, pas bon. t'es en full RBF égale 1 ou égale 0? Moi, j'ai rien changé, donc ça doit être égal 0. Ok, ok. Voilà. J'en profite. Qu'est-ce qu'on attend pour l'implémenter? Est-ce qu'on a une date? Pourquoi c'est pas implémenté déjà aujourd'hui, Stratum V2? Alors, il y a pas mal de raisons, je pense. Bah, Déjà, faut c'est en implémentation, quoi. voilà. Ils travaillent dessus depuis quelques temps. C'est principalement Brains qui pousse le truc, mais ils sont beaucoup, il y a pas mal de financement, ça avance, quoi, donc c'est en cours. Et du coup, on n'a pas précisé, je viens d'y penser, mais c'est complètement extérieur à tout ce qui est Bitcoin Core, tout ce qui est BIP, etc. Ouais, C'est vraiment ouais, externe à Bitcoin. c'est vraiment du protocole de mining pour les pools, quoi. Donc Stratum V1 aussi, c'était complètement extérieur, ça n'a rien à voir avec Bitcoin Core, etc. Ouais, sinon, Hiérarchie. pour répondre à ta question, Loïc, bon, déjà, il y a la spécification, c'est long. Donc, t'imagines qu'en plus, là, il y a des entreprises qui sont impliquées, donc faut se mettre d'accord sur une spécification. C'est un peu comme les DID pour les identités décentralisées. C'est le travail de spécification, il est très chiant, on va dire. Aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que c'est complètement spécifié et qu'on en est plus à gérer les détails d'implémentation. Mais en plus de ça, là, on a parlé de matériel supplémentaire. Donc après, il y a la question du matériel, c'est-à-dire que euh, il va falloir des machines sur lesquelles on va installer l'OS, le système d'exploitation compatible Stratum V2, quoi. Donc à voir sous quelles conditions une machine peut passer de Stratum V1 à Stratum V2. Est-ce qu'il faut acheter des machines Stratum V2 dès le départ pour avoir tout l'avantage de Stratum V2? Et puis après, il y a le proxy. Donc le proxy, c'est quoi? Est-ce que c'est un produit? Comment va se présenter le proxy en termes d'installation? Est-ce que c'est par exemple juste un programme à installer sur un serveur classique? Est-ce que il faut qu'on trouve des serveurs qui sont matériellement adaptés aux conditions du minage, tu vois? Donc voilà, il y a ce genre de questions aussi qui se posent parce que bah, tu as besoin d'un nouveau matériel qui n'était pas présent avant dans les pools ou alors qui était présent mais d'une autre façon, chacun à sa sauce. Et puis bon, quand tu as fait un truc à ta sauce, t'aimes pas changer. Savoir que bon, changer les protocoles et les programmes quand on est un petit particulier, ça a l'air assez simple, mais je pense que quand tu es une entreprise, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, quand tu es une Il y a grosse quand même boîte. une incitation pour ces entreprises. Tu disais, Ah là, clairement, oui, ouais, clairement, il y a une incitation, donc ouais. elles regarderont, mais même s'il y a une incitation, ça prend toujours un peu de temps, quoi. Ça a toujours l'air très Hmm. lent. Euh, Parce que, Tu vois, par par exemple, exemple, si. Ouais, Stratum V2, par exemple, ça va être Slushpool certainement je crois que Slushpool le propose déjà dans, dans ses options de minage en tant qu'opérateur de pool, tu vois. Genre, en tant que pool de minage, Slushpool, c'est souvent celle qui est la plus innovante, puisque c'est celle qui est tenue par BrainOS aussi, je crois, c'est eux qui font Brain, je sais plus. Mais tu vois, par exemple, les autres pools de minage en ont pas du tout parlé. Et il y avait eu tout ce débat pendant la période Segwit avec tout ce qui est Antpool, etc., via BTC, qui utilisait Acid Boost ou des choses comme ça. Donc tu vois que c'est pas si simple de dire à une pool de changer son logiciel, quoi. Donc bon. C'est aussi pour ça qu'on est un peu casse-couille avec le signaling des mineurs pour les soft forks et tout, quoi, parce qu'on sait que c'est des boîtes qui mettent du temps à bouger, quoi. D'ailleurs, c'est eux aussi, c'est Slushpool qui avait introduit Stratum V1, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, mais en tout cas, ils contribuent beaucoup au protocole de minage.
Hmm. Il y avait Sosten et Archie qui voulaient parler. Non, mais moi, c'était juste pour dire que ça m'étonne pas, en fait, que ça prenne du temps. Et je pense que je m'attends à ce que ça prenne encore pas mal de temps maintenant pour être vraiment implémenté. Parce que mais en gros, c'est ce que vous avez dit, c'est quand il y a une industrie, c'est pas propre à l'industrie du mining. Je pense qu'on a une solution qui est good enough. Enfin, je veux dire, c'est clairement Stratum V1, ça marche, même s'il y a plein de défauts, et que Stratum V2 améliore plein de choses. Et voilà, ça marche depuis longtemps, c'est éprouvé. Et je pense que ça prendra toujours un petit peu de temps pour que les acteurs se déplacent et acceptent de remettre en cause tout ce qu'ils ont mis en place aussi, parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits pour Stratum V1, et tant que ça fonctionne, bah, ils ont pas forcément les bonnes incentives. Voilà, c'était juste ça pour moi, c'est pas Ouais. étonnant en fait. Oui, le goût d'INAF, c'est un truc qu'on sous-estime beaucoup, je pense, quand on regarde ça d'un œil externe, mais euh, il y a énormément d'inventions qui n'ont pas pris, tout simplement parce qu'on avait déjà un truc suffisant, quoi. Genre, moi, j'avais un prof de maths en master qui avait créé le format JPEG 2000. Personne n'utilise le format JPEG 2000. Tout le monde utilise JPEG parce que c'est good enough. Et pourtant, il a essayé de, son format JPEG 2000, il est très très bien. Il permet de réduire la taille des images avec une qualité identique, mais tout le monde s'en fout. Donc bah là, c'est un peu pareil. Des fois aussi, à certains niveaux, euh, les, les, les mecs qui ont des fermes de minage, eux, ils sont pas là pour savoir si Bitcoin est décentralisé ou quoi. Ils sont juste là pour prendre de l'énergie, la cramer et avoir de l'argent. C'est tout. Et ils veulent juste être le plus efficace à ça. Que ce soit décentralisé ou que le minage soit centralisé, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Ils veulent l'argent à la fin. Et c'est tout. Donc les incentives de Stratum V2, ils sont réels, il y en a. Donc les poules de minage qui implémenteront Stratum V2 auront un léger avantage compétitif, ça c'est clair. Mais pour que cet avantage compétitif fasse que les autres poules de minage changent aussi, bah là ça va prendre du temps parce que tout simplement l'avantage compétitif il n'est pas monstrueux, quoi. Ça va pas non plus décupler la puissance des machines, quoi. Ça va l'augmenter un peu, mais ça va pas la décupler. Et puis aussi, il faut se rappeler des effets de réseau. C'est aussi que simplement, bah, actuellement, les machines, elles sont faites avec des systèmes d'exploitation qui fonctionnent avec Stratum V1. Et les gens qui achètent une machine, ils voient que c'est une machine en pool. Bon, bah, ils se connectent à la pool de minage par défaut sur leur machine en pool. C'est en pool. Et ils vont pas chercher forcément plus loin des fois. Ils vont juste regarder les frais de commission. Ça, à la limite, ils veulent bien regarder de chaque pool. Mais voilà, c'est tout, quoi. Donc, faut aussi se dire que des fois, c'est comme dit Sosten, du good enough. Si ça fonctionne et que ça fait de l'argent, ça leur suffit. Ils n'ont pas forcément la connaissance pour savoir à quel point c'est plus rentable d'utiliser tel ou tel protocole, donc ils utilisent le truc par défaut. C'est un peu comme les gens qui utilisent Windows partout, hein, c'est exactement pareil. Ils utilisent Windows parce que c'est le système d'exploitation installé par défaut. Voilà, c'est compréhensible, c'est chiant de changer, faut s'informer sur les autres logiciels d'exploitation, tu sais même pas quels avantages ont les autres systèmes d'exploitation parce que t'as pas le niveau technique pour comprendre. Bon, bah, voilà, tu t'en fous, tu mets Windows, quoi, c'est good enough. Bah, là, c'est pareil. En plus, sur Windows, bah, tous les programmes, ils sont faits pour tourner sur Windows, quasiment aucun n'est fait pour tourner sur Linux, donc t'es moins emmerdé à prendre le truc par défaut. Bah, c'est comme ça. Stratum Et V2, puis, c'est pas en dessous. tu peux faire tourner le premier Bitcoin. Et tu peux faire tourner le premier Bitcoin en plus. Ça, c'est pas rien, ça. Ah oui, voilà. Ah non, mais il faut Windows XP alors. Ouais, je crois que. Puis bon, faut retrouver aussi faut retrouver l'exécutable parce que je crois que c'est plus possible de refaire les premières versions. Là. Jameson Loop et il n'arrivait pas à retrouver les premières versions de Bitcoin. J'en avais vu un sur GitHub l'autre fois, mais j'ai pas osé. Bah, Jameson Loop, lui, il est remonté jusqu'à la 0.3, je crois. Ok. Mais voilà, normalement c'est 0.1 la première. Bref. Archie, Il y avait t'avais Archie une qui avait une question question. du coup, ouais. Après, ça revient vachement en arrière, donc peut-être que Non, c'est pas le vas-y, moment où vous vas-y. voulez peut-être. Ouais, ok, bah en gros, c'était par rapport à. C'était au niveau de quand quand vous purgez la même pool. T'as dit qu'en gros, toi, t'avais 300 mégas, alors que si tu pouvais, t'aurais plus. Enfin, tu pouvais, genre, ce fichier-là, en fait, dans ton nœud, tu peux modifier la taille qu'il fait. Enfin, comment ça se passe exactement? Et comment tu purges ça? Je veux dire, dans ce fichier-là, tu récoltes les textes que les pairs t'envoient.
tu peux voir le taux de frais qu'il y a dessus, et si ça te plaît pas, tu enlèves ces lignes-là. Enfin, comment ça marche exactement? Non, c'est juste au niveau du Bitcoin Conf de ton nœud, tu peux, alors c'est max mempool size, si je dis pas de bêtises. Tu peux dire en mégas combien tu veux allouer à la taille de ta mempool sur ton nœud pour pas utiliser trop de RAM. Moi, je me suis rendu compte l'autre jour que le mien était à 1 giga, je ne sais même pas pourquoi. Du coup, je peux garder jusqu'à 1 giga de transaction. Et en fait, par défaut sur Core, c'est 300 mégas. Quand il y a plus de 300 mégas, ton nœud, il purge, c'est-à-dire qu'il supprime, il garde pas en mémoire les transactions avec des frais les plus bas, jusqu'à qu'il arrive à 300 mégas. Ah, d'accord, je pensais que tu pouvais toi-même set ce Tu seuil-là, peux, en fait, ou tu ok. peux. Tu peux. Alors, il y a deux choses. Il y a le minimum relais fee, parce que tout à l'heure, tu as dit tu peux refuser des transactions en dessous d'un certain taux de frais. Ça, c'est est-ce que ton nœud va relier des transactions en dessous d'un certain taux de frais. Et après, il y a la taille maximum que tu alloues sur ton nœud à la même pool, c'est-à-dire aux transactions qui sont en attente de minage. Et ça, oui, tu peux, dans le Bitcoin Conf, tu peux le modifier. C'est max mempool size, je crois, si je dis pas de bêtises. En fait, ouais, et c'est ça. Et puis en fait, le min relais fee, il va être modifié après en fonction si, en fait, quand on parle de purge, c'est parce que sur mempool.space, quand la mempool fait plus que 300 mégas, il va te dire que les transactions avec un frais inférieur à tel frais vont être purgées. Et c'est parce que les nœuds qui n'ont une mempool que de 300 mégas, ils vont conserver uniquement les 300 mégas de transactions qui payent le plus de frais. Donc les transactions avec des frais inférieurs vont naturellement être éjectées. Mais en plus de ça, les nœuds dont les mempools commencent à saturer comme ça vont dire à leur pair, ne me relayez pas les transactions avec des frais inférieurs à tant de fee rate parce que je m'en fous, quoi. Je les veux pas. De toute façon, je les mettrai pas dans ma mempool. Donc ne les envoyez pas. Donc en fait, les transactions avec des frais plus bas que le frais de purge quand les mempools sont pleines, c'est comme les frais qui payent pas le min relais fee. Globalement, elles sont plus du tout relayées dans le réseau, quoi. Le réseau D'ailleurs, Du devient coup, étanche. quand tu modifies donc ce fee rate là dans ton point conf, personne ne t'envoie de transaction comme ça, donc typiquement tu n'en relais pas non plus, puisque tu n'en reçois pas. Ouais. Et ton nœud, il va pas te laisser faire une transaction aussi, broadcaster une transaction avec un frais comme ça. Mais le min relay fee, Ok. relativement peu de gens y touchent. Par contre, voilà, il y a le min relay fee de ta configuration et il y a le min relay fee que ton nœud va diffuser à ses pairs, qui peut être modifié si la même pool est pleine. Voilà. Seulement si la même pool est pleine, du coup. Ce- L'aspect dynamique de la chose, c'est seulement si tu as l'aspect statique, ce que tu écris dans ton bitcoin.conf, ça va pas changer, ce sera toujours la même valeur. Ça, c'est Ok. statique. Par contre, lorsque tu fais tourner ton nœud, ce qui est le min relay fee dans le protocole pair à pair, donc c'est-à-dire ton nœud, il va dire aux autres nœuds, moi je prends les transactions à partir de tel frais. Il va pas forcément suivre ce que tu as écrit dans le min relay fee de ton bitcoin.conf si sa même pool est pleine. Il va augmenter la valeur, en l'occurrence, en conséquence, pour éviter de se retrouver avec une même pool encore plus pleine. est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, ces 300 mégas par défaut sur Core soient changés? Alors, c'est compliqué. En fait, je saurais pas dire. Mais tu vois, par exemple, la question serait la même si tu me demandes, la réponse serait la même que si tu me demandais pourquoi on mettrait pas les min relais fee à moins de 1 Satoshi par byte. C'est un problème de tyrannie des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut, euh, les gens les modifient pas en général. Et donc, ça devient des politiques du réseau global. C'est un peu comme les foules RBF. On a eu ce débat sur les foules RBF. Mais en gros, aujourd'hui, tu peux pas faire de transaction à moins de 1 Satoshi par byte juste parce que les gens, par défaut, ils ne changent pas le min relay fee. Mais on pourrait très bien dire min relay fee à 0 et on fait passer des transactions à 0 Satoshi par byte. Mais le min relay fee est censé te protéger contre le spam, en fait. Donc les développeurs ont mis une valeur par défaut et de facto, c'est la valeur du réseau parce que c'est la valeur par défaut. Et pour ce que tu dis sur la même pool, c'est pareil. En fait, ils ont mis cette valeur en se disant, bon, bah, la RAM des ordinateurs, c'est tant, mais augmenter cette valeur, ça veut dire que du coup,
tu changes légèrement si tu augmentes cette valeur, il va y avoir les nœuds qui ont la valeur précédente et les nœuds qui ont la nouvelle valeur. Il y a des personnes qui potentiellement font tourner des nœuds Bitcoin sur du matériel assez vieux et qui supportent actuellement avec 300 mégas et qui supporteraient moins si la valeur par défaut était relevée. Donc déjà, les développeurs, ça les fait hésiter à changer la valeur. Parce que, encore une fois, c'est good enough. Cette valeur, elle marche. Pourquoi la changer? Pourquoi risquer de casser quelque chose? Parce que derrière, si les mêmes pools entre les différents nœuds Bitcoin sont très différentes, ça peut potentiellement avoir des implications sur la propagation des blocs et donc sur la sécurité du réseau. Donc c'est compliqué. Voilà. Si tous les nœuds si chacun applique sa petite politique de relais à sa petite sauce, du coup on se retrouve avec des mêmes pools potentiellement très différentes entre les différents nœuds Bitcoin. Et donc du coup, lorsqu'un bloc a été miné et commence à être diffusé dans le réseau, potentiellement un truc qu'on appelle les compact blocs marche un peu moins bien. Et du coup, bah, si ça marche un peu moins bien, ça met un peu plus de temps à être propagé. Et si un bloc met un peu plus de temps à être propagé, il y a plus de chances qu'il y ait un split, une réorg, enfin une pseudo-réorg, là, un stall block, un bloc orphelin comme on a eu la semaine dernière, là. Et donc, du coup, c'est problématique. Et du coup, enfin, on en avait parlé rapidement dans le groupe, mais quand on voit qu'il y a Mempool qui est à 800 mégas, mempool.space, le site, Ouais. comment ils ont eu accès à ces transactions en fait? S'il n'y a aucun nœud s'il y a tous les nœuds qui sont à 300 et qui purgent en dessous, comment est-ce qu'ils ont eu accès à ces transactions? En Ils fait, sont connectés. c'est pas qu'ils ont eu accès, de manière, ton nœud a eu accès à ces transactions. C'est juste qu'il les a, enfin, alors toi, par exemple, on sait pas trop. Mais nos nœuds à nous les ont oubliés. On a eu accès à ces transactions à un Satoshi par byte pendant un temps, mais on les a oubliés. Après, l'autre éventualité, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le nœud mempool.space, il peut être utilisé pour broadcaster des transactions. Donc il y a des gens qui vont potentiellement broadcaster des transactions avec des frais trop faibles pour être diffusés dans le réseau. Mais comme c'est le nœud mempool.space et qu'ils ont une mempool illimitée, entre guillemets, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens en termes informatiques, en termes de serveurs, donc ils ont pas mis de valeur maximale. Et bah, du coup, leur transaction, ils vont avoir l'impression qu'elle est dans le réseau parce qu'elle apparaît dans mempool.space. Mais en fait, elle n'est pas dans le réseau. Elle est juste dans le nœud mempool.space. Il faut aussi penser à ça. Parce qu'encore une fois, Donc en fait, il y a quand on même dit un la mempool, relais. mais il y a une mempool, il y a plusieurs mempools. Et voilà. Oui, oui. Donc en fait, il y a quand même un relais même si on les conserve pas. Euh, oui, bah, Hmm. si elle datait d'avant la congestion, tu les as relayés. Oui, oui, oui. En Ok, je général, comprends, ouais. si tu regardes les lignes de frais, si tu regardes les lignes de frais des transactions sur mempool.space, le site, tu Hmm. vois qu'en fait, les transactions à un Satoshi par byte, elles ont été émises bien avant que la mempool sature, en fait. Après, il y en a toujours quelques-unes qui sont émises pendant, mais je pense que c'est à la marge quand même, hein. Normalement, c'est l'épaisseur du trait, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est à 1 giga presque là. Mais ma Ouais. mempool à moi, c'est un mystère, hein. Je pense que je dois être éclipsé. Oui, mais t'es Quelqu'un qui éclipsé me par veut du d'autres nœuds, mal. mais ça me paraît pas normal. Peut-être, est-ce que tu as Oui, oui. redémarré ton nœud? Est-ce que tu as redémarré ton nœud aussi pendant la phase de congestion? Non, parce que j'utilise un Ronin Dojo et tu sais, il y a le petit truc, votre nœud est live depuis tant de temps et je veux pas le remettre à zéro. Faut que je le mette Ok. à jour d'ailleurs. Ouais, ok, Non, très bien. mais ouais. Non, j'ai un nœud core aussi là, mais qui est par défaut à 300. Ouais. Ok, eh ben, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'en ai pas vu. Et puis après, si il y en a qui doivent se lever demain, on va peut-être couper On là, va hein, peut-être non? On a fait clôturer, le ouais. tour, hein. On a fait le tour. On a dit beaucoup de choses. On s'était dit qu'on pouvait parler rapidement de cette histoire de bloc là qu'il y a eu ce week-end, du petit drama qu'il y a eu entre Réorg ou bloc orphelin et tout ça, là. Parce que c'est quand même intéressant vis-à-vis du minage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que
on a eu le bloc, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 780, 277 ou un truc comme ça. En gros, un bloc a été rendu orphelin, c'est-à-dire que il y a un bloc qui a été trouvé la semaine dernière qui n'est pas dans la chaîne la plus longue, alors que pourtant il eût été dans la chaîne la plus longue pendant une période. Ce qui s'est passé, c'est que donc un mineur a miné un bloc vers 1h40 du matin. C'était le bloc le plus long à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, un autre mineur a miné un bloc 7 secondes plus tard. Et il l'a miné à la même hauteur. Euh, donc c'est normal, ça arrive même tous les jours en fait. Ça arrive tous les jours. Il y a deux mineurs qui trouvent des blocs à la même hauteur parce que le bloc n'a pas eu le temps de se propager jusqu'à tous les mineurs. Et donc du coup, il y a un mineur qui trouve un bloc, mais un autre mineur trouve aussi un bloc dans un laps de temps très court, juste après. Et comme il n'a pas vu le bloc qui a été miné avant, et du coup, il se retrouve à avoir miné un bloc à la même hauteur. Et donc, ce qui se produit dans ce cas-là, c'est un partitionnement du réseau. Le premier bloc aura eu le temps de se propager un peu plus dans le réseau que le second, mais du coup, il y a certains nœuds qui considèrent que le bloc qui est arrivé le premier vraiment était vraiment le premier bloc, et puis il y en a qui considèrent que le bloc qui est arrivé 7 secondes plus tard, c'est vraiment le premier bloc qu'ils ont vu. Et donc il faut attendre pour décider encore un nouveau bloc pour savoir quelle est vraiment la chaîne la plus longue. Et les chances que cela se produise deux fois de suite sont extrêmement faibles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc là, ce premier bloc a été miné 7 secondes avant, et donc il a eu le temps de se propager à une plus grande partie du réseau, à une majorité du réseau. Et donc, il y avait des mineurs qui ont miné au-dessus de ce bloc. Mais ce qui s'est passé, ce et qui est là beaucoup plus rare, c'est que un mineur qui n'a pas eu le reçu premier, le bloc qui a été miné en premier, mais le bloc qui a été miné juste après, a réussi à trouver un bloc plus long. En général, c'est plus rare parce que le premier bloc a eu plus de temps pour se diffuser dans le réseau, et donc généralement plus de mineurs minent dessus. Mais là, même si c'était le cas, là c'est un mineur qui avait pas la même vue du réseau et donc qui était très minoritaire, qui a réussi à trouver un bloc avant la majorité, ce qui a une chance relativement, c'est pas complètement négligeable que ça se produise, c'est juste que que là ça arrive alors qu'il y a eu un split du réseau, c'est assez rare. Et du coup, ce nouveau bloc a créé une chaîne plus longue et donc il a fallu que tous les nœuds basculent. Et donc on a pu observer dans les logs des nœuds de Bitcoin Core, on a pu observer il y a eu un basculement, le bout de la chaîne a été changé. Et donc on observait notamment une volée de trois blocs d'un seul coup qui apparaissent dans les logs, sachant que le premier des trois est en fait le même que celui avant. Et du D'ailleurs, coup, ouais, en parlant de logs, j'ai vu passer une petite PR pour expliciter un peu les logs qui ouais, étaient c'était pas pas très encore clair, parfaits, quoi, qui effectivement. étaient pas très clairs, ouais. Et donc du coup, Voilà, donc beaucoup de gens ont nous parlé, ont crié à la réorg ou à ce genre de choses et ont mal interprété les logs qui étaient affichés. Du coup, c'est James, je crois, bon, ouais, c'est James O'Byrne qui a fait ça. voilà, qui Et, a fait une petite PR. et en fait, si ça a été remarqué, c'est parce que beaucoup de gens utilisent Ordinals, comme vous le savez. Et donc, dans Ordinals, lui a pensé que c'était une réorg. Et donc, c'est pour ça que dans Ordinals, le log était incorrect et indiquait qu'il y avait eu une détection de réorg. Et Ordinals a planté, du coup, l'index Ordinal a planté. Donc, il a fallu redémarrer le site ordinals.com, par exemple. Parce qu'ils supportent. Voilà, ça, c'est quand vous faites des programmes sur Bitcoin, normalement, ils sont censés, vous devez penser quand vous faites un programme sur Bitcoin, vous devez penser à l'éventualité de ce genre de choses, c'est-à-dire d'une petite réorganisation du bout de la chaîne. Et donc là, ça a été mal pensé, voilà, parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Même le gars qui a fait Ordinals, même s'il codait en Rust, on ne peut pas penser à tout. Et donc des gens ont pensé que c'était une réorg parce que le log de Ordinals disait qu'il y avait une réorg qui avait été détectée. Mais en fait, d'un point de vue vocabulaire, ce qu'on appelle une réorganisation,
il y a une notion de fait de le faire volontairement, c'est-à-dire de volontairement miner depuis des blocs plus bas et de pas miner sur le dernier bloc que l'on voit, que l'on a vu. Et là, c'est pas ce qui s'est produit. Tous les mineurs individuellement ont bien miné au-dessus du bloc le plus haut qu'ils connaissaient. C'est le bloc de la chaîne la plus longue. Vraiment, ils ont tous fait C'est ça. pas vraiment ça une reorg pour moi. C'est à partir de 2 blocs, c'est ça? Bah, pour moi, une reorg, c'est quand on retourne en arrière de plusieurs blocs parce il y a une nouvelle chaîne la plus longue qui est révélée. Ouais, mais justement, ce que je disais là, c'est que en fait, ça correspond à l'idée que quand ça se produit, ce genre de choses, c'est qu'il y a quelqu'un qui a volontairement, quelque part, miné sur un bloc avant, qui n'est pas celui de la chaîne la plus longue. Oui, Là, ok. là, tous les mineurs ont miné sur la chaîne la plus longue qu'ils connaissaient. C'est juste que la chaîne la plus longue était différente selon les mineurs. Et c'est juste que il a fallu attendre un nouveau bloc pour se décider. Et lorsqu'un mineur essaie volontairement de faire de la double dépense et de réorganiser la chaîne et de faire une réorg, il va miner sur un bloc qui a une hauteur inférieure, qui n'est pas forcément le dernier bloc de la chaîne la plus longue. Et donc ça, par contre, ça va impliquer qu'effectivement, il va y avoir au moins 2 blocs qui vont être réorganisés. Donc je pense que voilà, après, bon, je pense qu'on n'a pas un vocabulaire très précis pour ça. On a des expressions pour le dire. Mais voilà, c'est une Et, petite embrouille de et vocabulaire qui a fait du bruit. on se demandait si les orphan blocks c'était le bon vocabulaire, mais j'ai vu que dans la doc sur Stratum, ils disaient style block pour les Ouais, blocs c'est comme stall ça qui sont normalement. parallèles. C'est stall block. Alors après, c'est toujours un peu bizarre parce qu'il y a la terminologie d'Ethereum aussi qui vient après derrière. Parce que Ethereum, ils ont un genre de traitement spécial, comme ils ont tellement de reorg, Ethereum, parce que le block time, il est très court. Donc ils ont plus de reorg et donc ils ont un traitement spécial de ce qu'ils appellent les orphan blocks. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que eux, c'est pas exactement comme dans Bitcoin, c'est pas exactement ça. Donc je sais plus exactement comment c'est foutu, mais c'est. Bref. C'est c'est des embrouilles de vocabulaire, mais c'est pas important, c'est pas grave. Ce qu'il faut Ouais. comprendre, c'est que il y a un événement assez rare, mais qui est possible, qui s'est produit. C'était pas une attaque, c'est juste quelque chose d'assez rare. Mais c'est pas parce que c'est rare que ça ne se produit pas. Ça ne s'est pas produit pendant très longtemps, ça ne s'est pas fait remarquer pendant beaucoup de fois. Mais là, on l'a remarqué. Bon, voilà. Et ça a fait un peu de drama parce qu'il y en a qui ont cru que c'était qui ont voulu faire monter un peu la sauce en disant oulala, il y a une attaque, oulala, alors que bon, c'était juste un problème de diffusion de blocs et de mauvais timing. Voilà, ça arrive. Ça arrive une fois par jour et une fois par jour, on ne le voit pas tout le temps, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, s'il n'y a pas d'autres questions. Je viens de voir le tweet d'un mec qui dit que 1 giga sur les 466 de la blockchain, c'est des putains de board ape. Ouais. Là, j'ai vu qu'effectivement, il y a plein de board apes qui sont sur ordinal.com. Là, Bah donc ouais, bah ils viennent ça y dire 1 va, hein. giga. Ça y va. On sauvegarde des singes, les gens, c'est très cool. Non, mais vraiment, ils ont mis des bored apes. Pour moi, c'était fini, les bored apes. Ah bah Enfin, ils en Bah ont mis non. beaucoup là, ils en ont mis beaucoup. Ouais, ouais, il y en a plein. c'est vraiment un cancer, les bored apes. Enfin, je veux dire, voilà, les ordinals, c'est bien. Moi, j'ai rien contre qu'on mette des trucs, même si bon, c'est un peu con, mais par contre, pas mettre des bored apes, quoi. Putain, merde. En Ça y est, plus, ça m'a ruiné ma soirée, là. je crois qu'ils payent des frais pas, ils payent des bons frais en plus, je crois, pour ça, hein. Bah, tu m'étonnes, ils ont les moyens, ouais. Genre, ça, c'est vraiment on a résolu le problème de la sécurité, hein, pour le coup. Je pense que là, ça va, niveau marché de frais, on est plutôt bien, quoi. J'essaie de voir si, quels frais ils mettent sur leurs transactions, là, sur les dernières qui sont passées. Putain, la vache! Ouais, Oh. j'avoue, c'est intéressant ça. Là, attends, là, le dernier qui est sur Ordinals, là, qui est l'inscription 576 948, c'est un board apes. Ils ont payé 25 Satoshi par byte pour le faire passer. Oh Ils ont putain. payé 250 $ de frais, les mecs.
C'est ouf, Après, s'ils le vendent des centaines de milliers, pourquoi pas, hein. c'est ouf. Putain. Moi, par contre, je trouve ça C'est fou que parce qu'ils le foutent sur Bitcoin, enfin, la demande, elle reste là. Genre, les gens continuent de demander du singe. Enfin, c'est fou. Bah, je comprends que les gens se disent c'est sur Bitcoin donc c'est mieux, tu vois. Je comprends l'idée de dire que bah comme c'est sur Bitcoin, il y a une notion de sécurité qui est intéressante, etc. Enfin voilà, ils peuvent l'avoir dans un nœud et tout. Ils ont la donnée et tout dans la blockchain aussi, le fait que ce soit pas un URL, tu vois aussi, c'est intéressant. Euh, mais ouais, c'est surtout payer aussi cher en frais quoi derrière, mais waouh, c'est impressionnant. Et c'est passé dans le bloc là, le tout dernier bloc, il y a 3 minutes. C'est c'est fort. J'avoue que là, je suis impressionné. Bah Bah, ouais, c'est mais bien, hein, bah, ça c'est parce qu'il y rémunère a les des mineurs, hein. gens. Ouais, non, mais le problème, enfin, je sais plus qui a dit ça juste avant, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent payer 250 $ de frais de transaction parce que derrière, effectivement, ils leur vendent beaucoup plus cher que ça. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ces merdes beaucoup plus cher. En fait, le problème, c'est que le bear market n'a pas duré assez longtemps, quoi. Je C'est pense que ça le c'est ça, souci. ouais. Ouais, Bon, Bitcoin à 2K. ouais, je pense que Faut c'est nettoyer tout retour à ça. 2K. Ouais, je Retour à crois que ça va 2K. être nécessaire, en fait. Ouais, faut purger le marché, là, je crois. Non, mais bon, enfin, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est un peu triste, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça, c'est bien, là. c'est surtout triste, en fait. Les mineurs, là, ils ont récupéré 0,32 BTC sur le dernier bloc de frais. Donc c'est bien, hein, ils doivent être contents, hein. C'est bien, hein. Là, le minage, le hash rate, il peut continuer de monter, là, je pense. Putain. Bref. Ouais, la conclusion finalement, c'est quand est-ce qu'on achète des mineurs, il doit y avoir des bonnes, il doit y avoir des bonnes occasions en ce moment, non? Bah, je sais même pas, parce qu'avec la remontée du prix, là, en vrai, Mais parce que globalement, ça vient de remonter. Par contre, les mineurs qui se sont fait liquider, il y a eu des stocks. Je pense pas que tout ait été vendu encore. Enfin, en j'en sais vrai, rien en fait. en vrai, c'est chaud parce que t'es vraiment, enfin, vraiment, le prix d'un mineur, il est vraiment, comme la rentabilité future, elle dépend du cours, le prix du mineur est forcément indexé sur le prix du Bitcoin, en fait. Hmm. Donc, peut-être qu'il coûte pas cher, mais il coûte pas cher parce qu'il est pas de bonne qualité, qu'il est vieux, qu'il va pas miner beaucoup et que potentiellement il a une durée de vie assez courte. Mais si le prix du Bitcoin est multiplié par deux, il coûtera toujours 2 fois plus cher, tu vois. Hmm. Toutes C'est choses vrai. égales par ailleurs. Alors après, toutes choses égales par ailleurs, c'est une belle idée, hein, mais bref. Bref. Bon. Et je crois que là, on va passer la difficulté bientôt. Là, ça va être le passage, on va changer ça va être l'ajustement de difficulté, là, Ouais, on va je faire. crois. J'ai regardé tout à l'heure, on est à plus 7 ou Plus huit que pour un cent là. bloc. C'est ça, ouais. Plus 7%, putain la vache. Ça y est, hop, on a ajusté la difficulté. Voilà. Ah, c'est beau, là, Plus je le vois en live. 7% sur Je le un vois en all-time live high en sur un plus. space cake dans le minage. Putain, la difficulté qui passe Magnifique. de 43 à 47 à 46,84. Wouh! C'est trop bien. Voilà. Parfait, belle 400 note de fin. exahash par seconde, les gars. 400 exahash par seconde. Voilà. Parce que des gens foutent des singes sur la blockchain, globalement. Et du coup, on différencie stale et orphan ou pas? Eh Ouais, ben, ouais, ouais. bah, parce qu'en fait, je disais, dans la doc de Stratum, il parle de stale, eux. Ouais, parce que le message que tu m'as envoyé là sur Bitcoin Talk, je le trouve plutôt logique de parler de stale dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure et de parler d'orphan quand c'est un bloc en fait qui a pas de parent, Ouais, c'est-à-dire je suis assez d'accord. qui mine pas sur le bon H, quoi. Bah, ouais, du coup, pour moi, maintenant, les orphanes, c'est ceux que si tu remontes, au bout d'un moment, et ben, ils sont plus plug à un. Ah si, remarque, ils sont toujours. Bah ouais, Orphan, c'est une chaîne qui a pas été gardée, quoi, qui est plus la plus longue. Non? Non, ça c'est stale. Ah ouais? Ouais, orphan, c'est que le bloc il a pas de parent, c'est-à-dire que c'est par exemple tu mines le 76 et le 75, en fait, le hash que tu as utilisé dans le 76, il correspond pas au hash du 75. Ok, mais ça arrive jamais, du Enfin, coup, ça.
Ouais, Ouais, c'est chelou, ouais. je sais pas, c'est ce que disait le mec dans le message sur Bitcoin Talk. Ouais, mais C'est vrai, parce que, j'avoue que j'ai lu beaucoup de définitions et pas tout le monde était d'accord, tu vois. ouais, c'est pareil Et- pour moi, s'il y a Orphan, il y a Reorg. Je suis pas forcément d'accord avec la définition Reorg, c'est minimum 2 blocs. Je vois pas pourquoi minimum 2 blocs. Ça veut dire quoi les 222 blocs qui sont là-bas? C'est que c'est des blocs déjà avec toutes les transactions ordinales qui attendent là? J'ai eu une coupure, je crois. Je sais pas si je vous entendais plus pendant un temps là. Je sais pas ce que vous avez entendu. Ouais, en gros, il y a sur mempool.space là, Ouais, on voit à gauche qu'il y a 222 blocs. Du coup, ça représente quasiment 700 mégas. ouais. Et ça, c'est quoi? C'est des blocs qui sont déjà pré-remplis à cause des ordinales? Enfin, c'est quoi exactement? Oui, c'est des blocs dans la. C'est des. En fait, quand Mempool t'affiche des blocs à gauche qui sont pas de la couleur bleue, c'est des potentiels blocs futurs. En fait, Ok, et du coup, les 222? et du coup, les 222, c'est la profondeur en bloc de la mempool. Ça veut dire que si là, on décide, si là, on faisait en sorte qu'il n'y ait plus aucune Ok, transaction qui soit diffusée, il faudrait 222 blocs pour vider la mempool. ok. Ah, ça fait que de monter depuis quelques jours, du coup, ouais, c'est ouf. Oui, Oui, enfin, si vous êtes normaux, ces blocs sont à droite, pas à gauche. oui, ça dépend de comment tu regardes les choses. Ouais. Si tu cliques sur les deux petites flèches de la barre blanche ou pas. Oui, c'est bon, c'est bon, je l'ai remis dans le bon ordre. On termine, on clôture, à moins S'il y qu'il y a, ait encore des questions. ouais, s'il y a pas d'autres questions. Super. Est-ce que vous savez déjà de quoi on va parler la semaine prochaine ou si on fait sujet libre? Hmm, je pense que la semaine prochaine, ce sera pas les meet-up. Les meet-up seront la semaine d'après. Moi, j'avais une petite idée de faire un sujet du genre les limites physiques qui contraignent en gros le protocole, quoi. Genre pourquoi on fait pas un bloc toutes les secondes avec 10 mégas de transactions dedans, quoi, pour plus de singes encore. C'est intéressant ça. Pourquoi il n'y a pas plus de singes sur la blockchain? Comme si on n'en avait pas Très assez, bien. Ça a putain. l'air super Alors, intéressant, ouais. Eh, étude de cas pratique, on va regarder BSV Voilà. pour illustrer pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi c'est pas Il y avait bien? eu un, il y avait eu j'ai souvenir d'un article, mais c'était quoi? En gros, le mec expliquait, c'était un gars qui expliquait pourquoi il arrêtait le support de BSV, c'était un exchange. Oui, Ça vous parle, ça vous dit quelque chose, ce dont je oui, parle oui, ou oui, ça me dit quelque ouais. chose, moi, oui. Et c'était assez intéressant parce que c'était très concret, enfin, c'était très factuel. C'est le mec qui disait, bah voilà, j'ai un exchange, j'ai telle contrainte pour ajouter une chaîne ou un coin en plus. Et puis BSV, c'est tel volume de blocs pour tel volume de transactions en fait réel. Et ça me coûte tant d'euros, enfin tant de dollars pour le maintenir. Et puis bah du coup, c'est pas rentable, donc j'arrête quoi. Ouais, Faudrait retrouver cet article. Ok, bon, ça me paraît pas mal comme sujet. ouais, je pense que c'est intéressant. Après, alors, faut que je me fasse un petit listing de tout, mais généralement, j'ai mes petites idées, quoi. Voilà, de qu'est-ce qui limite vraiment le réseau et pourquoi on choisit les paramètres comme ça, mais il faut que je me fasse une petite liste pour pas en oublier. Pourquoi Voilà. 10 minutes? Pourquoi 10 minutes? Ouais. C'est une vraie question. Pourquoi avoir choisi 10 minutes? Eh bien, Et venez la puis, semaine prochaine, mercredi soir, normalement, sauf si on dit autre chose sur Twitter, à 21h30. Vous voulez que je fasse la clôture? yes. Mais merci à tous d'avoir écouté ce Space Cake numéro 22 sur le mining Stratum V2. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast en rediffusion. Mettez-nous des notes sur cette plateforme de podcast, des bonnes notes, et abonnez-vous également. Vous pouvez nous retrouver sur les Roxy, il dit les plateformes 2.0, Fontaine et Breeze pour nous streamer des sats qui ne reviennent pas à nous, mais à Découvre Bitcoin pour je sais pas pourquoi. Non, je rigole. Et rendez-vous mercredi prochain, du coup, pour savoir pourquoi il n'y a pas un bloc toutes les secondes sur Bitcoin. Bisous, Allez, Bonne salut tout le monde. soirée, à la semaine prochaine. bonne soirée. Bonne nuit Ah, à tous, bonne nuit à je tous. serai peut-être Bonne pas là nuit. la semaine prochaine d'ailleurs. Ça, c'est problématique, j'ai oublié.
Je veux pas savoir pourquoi on pourrait mettre plus de singes sur Bitcoin, c'est dommage. S'il n'y a pas Lounès, il faut que vous soyez en direct parce qu'on ne pourra pas enregistrer. Voilà, il n'y aura pas de rediff, donc venez sur Twitter. On s'arrangera, on s'arrangera. Ça va. Allez, bonne soirée les gars. À plus, Bonne soirée. ciao. Salut. Salut les gens. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!